d'anciens délinquants incarcérés à Fleury-Mérogis, qui a revu le jour grâce à la lecture, que j'ai l'honneur d'introduire votre nouvelle émission, ce nouveau rendez-vous, baptisé la librairie africaine. La librairie africaine, tout en s'inscrivant toujours dans cette dynamique de participer à la renaissance de la communauté afro par l'excellence, s'est donné pour vocation de répondre à un impératif des plus impérieux. Inciter, suggérer, recommander, sommer un maximum de jeunes et de moins jeunes issus de la communauté afro à jeter leur dévolu, à se prendre de passion pour l'arme d'élévation par excellence, la lecture. La lecture et encore la lecture. En un mot, parfaitement conscience qu'il n'existe pas de liberté réelle sans lecture. Notre mot d'ordre est et sera lire ou mourir. Lire ou mourir. Et pour amener, pour dynamiser cette nouvelle aventure qui se voudra hebdomadaire, Prends mon stylo pour prendre un peu les notes. Partenaire et non des moindres, la librairie Présence africaine, une librairie que l'on ne présente plus, bien plus qu'une librairie, qui est également une maison d'édition, qui s'inscrit dans l'histoire et qui nous offre un partenariat chaleureux. Et à mes côtés, vous allez voir, j'ai la chance d'être accompagné d'une équipe de Des présentations aussi qu'on a l'habitude. C'est Ludovic Emmanuel. Ce qui me plaît le plus avec lui, c'est son histoire. C'est-à-dire d'Extola à, je ne sais pas si on veut le dire ainsi, intellectuel. Bon, il va dire formateur en art oratoire. Vas-y, c'est pas mal. choc de charme et par-dessus tout d'idées. Avec Macrondi. Bonjour Herman, bonjour, et je te salue et je mesure surtout la responsabilité qui est la mienne, la responsabilité individuelle et collective, tout en mesurant le privilège d'être à vos côtés autour de cette table dans la librairie africaine. Bienvenue. La sœur Marie-Fidèle. Bonjour Herman, ravi d'être là. Donc en fait, c'est leur nouvelle émission. Ils étaient d'abord leur ancienne émission qui était Funérailles des tabous. Le nom était impeccable. Ensuite, ils ont décidé de changer de ligne éditoriale. Ils ont décidé de changer les invités, les panélistes. Et là, ils ont refait tout un nouveau plateau. Donc avec de nouveaux invités, de nouvelles, comment dire, parler de nouveaux sujets, donc une nouvelle ligne éditoriale aussi. Donc c'est un concept nouveau avec un nouveau sponsor aussi, la librairie africaine. C'est une grosse pub aussi, une grosse pub. Je pense que les ventes vont augmenter. Ravi d'amener un peu la Belgique dans cette émission sur la littérature noire. Et le frère Beko, que l'on ne présente plus mais que j'adore présenter. Bienvenue. Merci Herman, que les hostilités commencent. Moi je suis venu pour en découdre, le salam alek là. On y va. Bon, alors, aujourd'hui, nous avons trouvé plus que nécessaire d'introduire, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre belle aventure avec un monument. L'équivalent de l'Edgar Morin avant Edgar Morin. L'homme qui a connu une transversalité des connaissances, qui a su réunir tout son savoir, toute son énergie, afin de faire renaître l'honneur de la communauté afro, qui était enfouie sous les méandres du racisme, de la néantisation, mais également qui s'est donné pour mission de propulser cette même communauté dans les étoiles. Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, un monument, comment, on va commencer par là, avez-vous fait sa rencontre, les uns les autres? Cheikh Anta Diop, contrairement à ce qui peut être le cas de la plupart d'entre nous, moi je l'ai découvert par la voix des ondes, la radio, donc à travers une émission sur la radio française en Afrique. J'ai découvert un personnage, un génie, parce que savant, physicien, etc. Et ensuite l'écrivain bien sûr. Donc je me suis intéressé à son œuvre avant de découvrir plus tard finalement ses écrits et de commencer à les décortiquer progressivement. Donc c'est arrivé lorsque j'avais aux alentours de 15-16 ans à peu près. 15-16 ans. En pleine crise d'adolescence. Clairement. Très bien, merci. 15-16 ans, c'est quand même très tôt. Oui, très tôt, surtout que c'est... Ou en tout cas, sa façon d'écrire n'est pas facile à... Comment dire, pour quelqu'un qui n'a jamais lu, 15-16 ans, c'est quand même très difficile à comprendre, je me dis. Parce que moi, clairement, c'est-à-dire, j'ai du mal. C'est-à-dire, il y a Cheikh Anta Diop, il y a un docteur aussi, docteur Joseph Kizerbo. C'est des livres, voilà, c'est pas aussi compliqué que ça à comprendre à cerner. Mais vraiment, il faut être vraiment dans la réflexion. Parce que si tu ne t'y mets pas vraiment, non, tu peux pas comprendre. Tu peux même pas cerner on va dire quoi, le 5% de tout l'ouvrage. Même pas, tu peux, à la fin du livre, tu peux pas te dire, j'ai telle idée générale du livre que je viens de lire. Si tu n'es pas vraiment, comment on dit, si tu n'es pas vraiment, non seulement concentré dans ta lecture, mais aussi cultivé, hormis la lecture que tu viens de commencer. Parce que si tu commences directement par lui, bon, bien sûr, c'est une bonne porte d'introduction parce que tu vas t'enrichir, etc., tout ce que tu veux.
mais c'est compliqué. Non, moi je suis pour ceux qui disent c'est pas des livres qui sont, c'est pas des livres de vulgarisation. Non, pas du tout. C'est des livres vraiment. Personnellement, moi, je n'avais pas entendu parler de Cheikh Anta Diop. En tout cas, j'en ai entendu parler très très récemment dans ma vie, on va dire, plus au milieu de ma vingtaine. Et bizarrement, mon premier contact avec ce génie, c'était plus par des mouvements, des personnes que je considérais comme étant dans des mouvements qualifiés au tête. C'était des personnes qui étaient forcément ancrées en fait dans un savoir, qui se plient dans l'égyptologie. Et pour moi, c'était vraiment un groupe un peu fou, un peu fou à l'époque, qui faisait le lien entre l'Égypte, la religion, et que l'Égypte du coup ce serait une civilisation noire. Et pour moi, en ayant grandi dans des imaginaires et des médias qui ont représenté souvent l'Afrique avec des personnes venant d'Orient ou des personnes un peu blanches littéralement, du coup pour moi je trouvais que c'était un groupe vraiment extrêmement bizarre. Et puis c'est au fur et à mesure de mes investigations, et notamment la manière dont j'investis le milieu académique par rapport à comment on construit le savoir, que j'ai découvert vraiment les ouvrages de Cheikh Anta Diop, notamment par le fait de réinscrire une nouvelle connaissance de l'histoire noire. Et ça m'a permis quelque part de me réparer par rapport à mon identité. Et voilà, merci à ces collectifs un peu auxquels qui sont très opérationnels sur YouTube et Twitter. Très bien, je te remercie. Moi, j'ai rencontré Cheikh Anta Diop quand j'étais adolescent. Mais je le lisais, je ne comprenais pas. Je faisais semblant de comprendre. Voilà, on est dans la même chose, on est dans la même façon de penser. C'est-à-dire, même moi, j'ai commencé. Je comprends, en fait, je comprends rien. Même aujourd'hui, à certaines parties, je comprends rien. C'est pas facile à lire. Alors là, pas du tout. C'est-à-dire, celui qui va se dire, va acheter le livre et c'est facile à lire et je veux comprendre. Lui. Non, en réalité, si vous venez de comprendre, si vous êtes novice dans la lecture et tout ça, vous n'allez rien comprendre du tout. Je suis désolé de vous dire ça, mais vous serez bien sûr très enthousiaste à découvrir voilà, le fruit de ses travaux parce que c'est à travers. À travers ses livres, ses écrits, qui partagent ses découvertes, etc. Mais ça ne veut pas dire que ce sera facile. Alors là, pas du tout. Et au départ, je pensais que les livres faciles à lire, donc qui sont facilement compréhensibles, à première vue, sont les meilleurs. Mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. Plus c'est difficile, mieux c'est. Plus de l'expérience que j'ai avec les livres, les bouquins, plus c'est difficile, mieux c'est. Parce qu'en fait, plus un livre est écrit avec un certain style soutenu, c'est-à-dire avec un langage, ou en tout cas un français beaucoup plus avancé que la norme, pas un français commun, plus ça en dit sur l'étape, comment dire, plus ça en dit sur la personne qui l'a écrit, sur le niveau intellectuel de la personne qui l'écrit. Parce qu'en fait, je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnes qui arrivent à simplifier tout ce qu'il peut dire, mais il y a des choses qui estiment qu'on n'a pas besoin de simplifier en fait. C'est soit tu comprends, tu es dans tu es arrivé au niveau où tu peux comprendre ce qui est dit, soit tu ne comprends pas. Et moi, je suis encore au stade où clairement, je ne comprends pas. Je ne peux pas dire je comprends. Alors là, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais je l'ai compris bien plus tard parce que c'est une écriture qui est très exigeante et qui n'est pas facile d'accès au début. Mais à force de relecture et à force d'explication des différents auteurs qui ont travaillé sur la question chez Cheikh Anta Diop, j'ai commencé à comprendre. Mais c'est une pensée qui est technique, qui est riche, qui est complexe et qui demande un vrai effort. Une fois qu'on est dedans, on n'en sort plus. C'est vrai qu'une fois qu'on est dedans, on n'en sort plus. À titre individuel, j'ai fait cette rencontre moi très tardivement, par l'intermédiaire de Omutunde, Kalala Omutunde, père à son âme, qui a vulgarisé son propos, qui s'en est fait l'un des héritiers, pour ne pas dire des disciples les plus fougueux et les plus efficaces, et en prenant aussi le lien avec Obenga. Et à travers ces interventions, ces conférences auxquelles j'ai participé, je suis rentré dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop avant d'engager une démarche plus individuelle à travers la lecture, où là, comme Beko vient de le dire, je suis tombé sur un monument parfois qui peut paraître aride pour les non-initiés, qui nécessite de la concentration, du temps. Je crois que beaucoup le citent sans pour autant l'avoir lu. On ne va pas leur faire de reproche. Néanmoins, nous sommes ici pour inciter les uns et les autres à aller en profondeur, à prendre le temps. Vous savez qu'il n'y a pas, à vaincre sans péril, un triomphe sans gloire. Il n'y a pas de vraie réussite sans effort. Dans la culture du moindre effort dans laquelle nous baignons, nous devons justement enjamber et nous arracher à ces méandres. Qu'est-ce qui, toi, t'a marqué dans le parcours de Cheikh Anta Diop? Deux faits marquants. Le premier fait remonte à son enfance. Donc le premier conflit qu'il a à l'école, lorsque lui ne comprend pas ce qu'on essaie de lui inculquer, ce qu'on essaie de le forcer à comprendre, en étant jeune bien sûr. Donc le premier conflit déjà qu'il a et le rapport qu'il a avec la scolarité, finalement, qui va l'équiper pour plus tard venir conquérir le monde académique finalement et réussir dans ce même monde. Donc ce sont ces deux faits marquants, moi personnellement, qui m'instruisent sur la vie de Cheikh Anta Diop. Très bien. En ce qui me concerne, c'est plus le côté têtu de Cheikh Anta Diop, le fait que
qu'il avait son idée et qu'il allait au bout et qu'il était très très convaincu. D'ailleurs, quand il a voulu défendre sa thèse, le jury ne s'est pas réuni pour lui. Il a dû attendre très longuement pour pouvoir défendre sa vision, sa manière de penser. Et donc, du coup, moi, ça m'a vraiment marqué. Et aussi le caractère pluridisciplinaire de son œuvre, dans le sens qu'il était instruit non seulement dans ce qu'on appelle les sciences exactes, mais aussi les sciences douces, les sciences sociales. Et la manière dont il a allié les deux pour pouvoir narrer ce qu'il a dit, pour moi, ça démontrait vraiment que c'était vraiment un génie, quelqu'un de têtu et qui s'est vraiment battu à l'intérieur du système. Et je pense qu'il laisse derrière lui un gros héritage qui est parfois pas compris. En fait, c'est ça le problème que je reproche à ces ouvrages, c'est vraiment l'accessibilité. Je trouve que c'est pas de porter à tout le monde sans forme. Si on vouloir on verra cet aspect juste un peu plus tard, sur l'aspect critique éventuellement. Merci pour ta réponse. Moi, je dirais que ce qui a marqué chez lui, c'est sa curiosité. C'est quelqu'un d'extrêmement curieux. Comme l'a dit Marie, il s'est intéressé à différentes disciplines, il s'est intéressé à différents courants. Donc il ne s'est pas contenté d'être dans sa tour d'ivoire, d'être que sur l'histoire, mais il a questionné aussi d'autres disciplines qui sont limitrophes. Et c'est ce que j'aime chez lui. En général, c'est ce que j'aime chez les gens, c'est la curiosité. Le fait de s'intéresser un peu à ce qui se passe autour, de créer des ponts, de créer des passerelles entre les différentes matières, et d'avoir un rapport à 360 degrés. Pas juste uniquement sur une discipline, et pas être arc-bouté sur quelques notions, mais avoir une diversité d'offres culturelles et intelligentes pour mieux comprendre et mieux appréhender le monde. C'est ce qu'il a fait. Non, je suis d'accord. Je rajouterais, à titre individuel, ce qui m'a marqué chez lui, c'est le rapport à la patience et à la virilité. La virilité physique qui consiste à mettre des coups de poing sur un ring, qui consiste à bomber le torse. Chez Anta Diop, il a fait preuve. Ce n'est pas le seul, néanmoins, on peut quand même à ce niveau-là le présenter comme un exemple. Il a fait preuve d'une virilité intellectuelle incroyable, dans la mesure où non seulement on lui a refusé, comme tu l'as souligné à juste titre, de pouvoir défendre sa thèse à la Sorbonne, mais aussi il a dû défendre, accompagné d'Obenga, cette même thèse 20 ans plus tard, devant un aréopage de savants venus des quatre coins du monde, à l'occasion du colloque du Caire, et il a eu gain de cause. Donc, il prouve, s'il en était besoin, qu'un cerveau bien armé peut venir à bout d'une armée de soldats fantassins qui lui font face. Absolument. Vraiment, c'est un exemple incroyable sur ce terrain-là, en tout cas, à mes yeux. Dans son œuvre... ça prouve toute... Il n'y a pas envie de dire l'immensité, la grandeur de la personne. Et c'est aussi simple que ça. Sur la question de l'identité, qu'est-ce que vous en avez retenu? Il l'aborde par plusieurs aspects, notamment par l'aspect de la langue, et c'est ce qui m'intéresse, moi. D'autant plus que dans son parcours scolaire, chez Anta Diop, on lui apprend que les langues occidentales ont été au contact de la science, ont été éprouvées, etc. Alors que ces langues à lui, quand bien même, lui, parlant le Wolof, apprenant aussi l'arabe dans son enfance, et notamment à l'école coranique à laquelle il a été, il se questionnait pourquoi tout le savoir qui lui était fourni était uniquement dans les langues occidentales. Et donc on faisait passer cette langue pour la langue du savoir, la langue de la connaissance. Donc il a questionné, il a même, et on le verra certainement aussi, commencé des travaux, initié des travaux pour créer d'autres langues, des langues propres à nos cultures, à notre identité. Donc il a abordé la question de l'identité à travers notamment... Et jusqu'aujourd'hui, vous savez... Prenons par exemple l'exemple d'un Camerounais qui est né à Douala, comme moi. Je ne connais que le français depuis que je suis né. C'est extrêmement triste. C'est extrêmement pauvre aussi. C'est-à-dire, culturellement parlant, je suis quelqu'un quand même de très dépaysé, si on peut le dire ainsi. Je ne connais pas vraiment d'où je viens, si on peut le dire ainsi. Pourtant, j'ai passé toute ma vie au Cameroun. J'avais tout le temps pour... Mais je crois qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont dans cette situation-là où moi, je pense que le pire, ce n'est même pas ça. Le pire, ce n'est même pas de ne pas avoir vécu. De ne pas avoir vécu sa culture, etc. Le pire, c'est qu'on vit dans un monde où la promotion de sa propre culture n'est plus mise en avant. Déjà, de un. C'est que la culture occidentale. Et bon, la culture occidentale, après, tu vas dire... Si tu veux définir la culture occidentale, c'est quoi? Personnellement, je ne vais pas te dire ce qu'est la culture occidentale. Je peux te dire que, bon, il y a les musées, etc. Bon, là-bas, tu peux voir des œuvres culturelles, si on peut le dire ainsi. Mais en Afrique, il y a très peu de musées. En Afrique, il y a des villages, il y a des chefs. Et c'est eux, très souvent, la culture, les hommes, qui, même si aujourd'hui meurent et l'histoire qu'ils ont meurt aussi avec eux. Donc, moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais au village avec mon frère, Taylor, etc. Et quand mon grand-père racontait les histoires, la guerre, etc. Parce que j'avais un grand-père qui avait... En fait, on ne pouvait qu'estimer son âge. Donc, il était aux environs de 100 et quelques années. 120 peut-être, à peu près. Je crois qu'il est mort aux environs de 120, 130, si je ne me trompe pas. Peut-être qu'il en avait un peu moins, peut-être qu'il en avait un peu plus, je ne sais pas. Mais tous les soirs, comme ça, quand j'étais au village, surtout mes premières années, quand j'arrivais, je faisais 3 mois de vacances. Donc, tous les soirs, vu qu'on dormait avec lui,
nous racontait des histoires sur comment est-ce que ça se passait. Moi, je comprenais rien, vu qu'il nous parlait en bansois. Donc, le bansois, c'est la langue du village du village de ma mère. Et mon frère me traduisait tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et à force de rester comme ça, voilà, j'apprenais sur comment est-ce que, à l'époque, ça se passait. Il y avait les maquis, le niveau de degré de violence. Je me rappelle notamment l'histoire de sa première femme, qui est une histoire vraiment horrible. C'est l'histoire qui m'a le plus... J'ai jamais entendu une histoire comme ça toute ma vie. Bon, bref, on continue. Je vais aller plus loin. Le travail qu'il a fait sur l'égyptologie, et là-dessus, évidemment, les recherches qu'il a menées, et les amis autour de la table l'ont dit, les frères, c'est le travail... Et frères et sœurs, autant pour moi, le travail scientifique, vraiment. Et il n'est pas resté dans sa tour d'ivoire, il est vraiment sorti aller sur le terrain, affronter, y compris les experts dans ce domaine-là, et démonter leur théorie, finalement, et leur démontrer de quelle manière allier la science et l'idéologie, parce qu'on ne va pas se mentir, il était très axé sur son idéologie aussi. Donc, moi, je relève ces éléments. Le lien entre l'identité et l'idéologie, tout à fait. Je pense que Cheikh Anta Diop, c'est vraiment l'individu, le gars qui te fait comprendre que tu ne dois pas te laisser intimider par les autres, notamment par rapport à comment il a mis en avant son œuvre. Je pense qu'il convoque plus des questions plus profondes liées à l'identité, en convoquant l'histoire. Comment se constitue le récit national? Comment se constitue le récit du continent africain? Et grâce à ta contribution, il a refaçonné ça. Comment, en tant que personne noire, par exemple, grandissant en Occident, tu peux te projeter sainement avec une histoire qui commence que à la colonisation, que à la rencontre justement de ce colonisateur blanc. Il y a vraiment cette idée qu'avant ça, on n'existait pas. C'est encore une manière de nier notre humanité. Et je pense que justement, ce que Cheikh Anta Diop a fait, c'est réactiver cette humanité. Retrouver... il a permis à la communauté noire de pouvoir retrouver ce qu'ils sont, ce qu'il est et sa contribution. Et surtout, il a eu l'audace de placer la communauté noire au centre de la matrice de l'humanité. Et pour moi, ça, c'est l'une des plus grandes œuvres. Et c'est la plus grande difficulté, je pense, par rapport aux questions noires. On a cette sensation que ce sont toujours des questions très périphériques, très communautaires. D'ailleurs, il n'y a pas plus communautaire à mes yeux en tant que sociologue que la communauté blanche, à mon avis. Et alors du coup, pour moi, il a vraiment essayé de faire en sorte de placer la civilisation noire pour penser le monde. Et que cette contribution, non seulement elle profite à l'éclaircissement de notre vécu, de ce que l'on est, de notre histoire, mais aussi de l'histoire de l'humanité. Très bien, je te remercie. C'est compliqué de passer après Mac et Marie, puisqu'ils ont été assez exhaustifs. Mais moi, ce qui m'intéresse... Toujours aussi humble, toujours aussi humble. Dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop, c'est qu'il a mis une bombe dans l'esprit des Noirs pour exploser les croyances limitantes. Il est arrivé en disant en fait à compétence égale, à savoir égal, c'est la vérité qui triomphe, et c'est plus la couleur de peau, c'est plus la supériorité et la manière de voir que les Occidentaux ont imposé à toute l'humanité. Il disait souvent, pour beaucoup, la vérité sonne blanche, et quand il est arrivé, il a dit que la vérité c'est la vérité. Qu'elle soit blanche, noire ou arabe, peu importe d'où elle émane, si c'est quelque chose qui est vérifié et vérifiable, on prend. Et il est arrivé en disant que tout le monde est capable de produire de l'intelligence, tout le monde est capable de produire du génie, il en était l'incarnation. Parce qu'il ne s'est pas contenté de le dire, il l'a incarné. Et ce qui est fort, c'est qu'il a permis à des milliers de personnes dont je fais partie d'être décomplexés sur le terrain de la réflexion, sur le terrain de l'analyse, sur le terrain des sciences, et de ne pas avoir de questionnement et de tergiversation existentielle en me demandant si je suis légitime ou pas. Il a fait sauter le complexe d'infériorité que nous avions, le larbinisme que nous traînions depuis fort longtemps, et le syndrome de l'imposteur. Moi, il me l'a enlevé, moi. Moi, en lisant Cheikh Anta Diop, j'ai commencé à me dire que non seulement j'étais capable, mais que j'étais légitime et que c'était nécessaire. Donc là-dessus, il a fait un travail considérable. J'irais même plus loin, où il permet aussi d'être vraiment dans la sublimation de soi. D'ailleurs, même s'il a toutes ses contributions, il est encore très combattu dans l'académie. Pour revenir sur le thème de syndrome de l'imposteur, tous ceux qui se sont un peu baissés dans l'entrepreneuriat ont un peu entendu parler de ce que c'est le syndrome de l'imposteur et ont surtout été victimes. C'est très important. Je crois que le syndrome de l'imposteur va tuer beaucoup de rêves, beaucoup d'histoires. Pas qu'aujourd'hui, à l'avenir aussi. Parce que c'est ne pas se sentir en capacité, pas en capacité, mais ne pas ressentir au fond de soi-même l'autorité ou, j'ai envie de dire, il n'y a pas le mot qui vient, mais vous savez ce sentiment quand vous voulez parler d'un sujet, vous dites vous n'êtes pas assez légitime pour parler de ce sujet. C'est ça qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et ça touche énormément les personnes. Et c'est normal. Vu que quand tu commences un sujet, tu n'es pas forcément expert, tu n'as pas forcément toutes les données qu'il faut. Mais en même temps, on te dit il faut commencer. Et que la meilleure chose, c'est que tu le fasses, même si ce n'est pas encore parfait. Il a mis en avant justement le lien entre l'Égypte antique, la civilisation négro-africaine, d'accord. Il a vraiment appuyé sur une conception afrocentriste en fait, du monde, littéralement.
et comme si justement il cristallisait l'idée que vraiment l'Égypte antique c'était que limite les Noirs. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui questionnent justement cette réalité et ça pousse à questionner justement le concept même de la culture, de la civilisation, la question du brassage. Et du coup, voilà son audace. C'est-à-dire que pour la communauté noire, je pense que c'est quelqu'un a dit ça, que les gens citent Cheikh Anta Diop sans vraiment même savoir ce qu'il dit. En tout cas, je pense qu'en tant que personne, ça nous arrange de penser que tout ce qu'il a dit, c'était totalement vrai. Pour pouvoir justement peut-être se reconnecter à l'Afrique, à notre africanité à quelque chose de moins indigne en fait. Et d'être carrément dans la sublimation de soi. Je rebondis sur ton propos pour le résumer de façon un peu plus directe et brutale. On va prendre aussi la métaphore de la bombe et de l'explosion. Cheikh Anta Diop constitue véritablement un big bang identitaire de l'échelle internationale, dans la mesure où le monde, pas qu'occidental, le monde dit moderne, s'est bâti sur l'idée, sur la croyance, parfois formulée, parfois non, selon laquelle il existe une race maudite, sur le dos de laquelle ensuite tout doit se bâtir, la race afro, la malédiction de Cham, il y a donc énormément de théories là-dessus. Et Cheikh Anta Diop, à travers ses travaux, en rapportant la paternité du génie humain civilisationnel à l'Égypte antique, eh bien, a démontré que finalement, si le peuple afro est maudit, il est maudit par l'homme, mais sûrement pas par Dieu, c'est tant qu'il existe. Et ça, à mon sens, c'est quelque chose qui est combattu. Et pourquoi? Parce que ça renverse la table de toutes les croyances à ce jour qui existent encore, qui permettent encore aux uns et aux autres, aux quatre coins du monde, de bâtir des fortunes sur le dos. On pense au Congo notamment, on est des enfants de 12 ans au coltan, pour bâtir des portables que nous arborons. Donc vraiment, Cheikh Anta Diop, à ce niveau-là, c'est le révolutionnaire des révolutionnaires, ce qui m'a poussé à introduire mon propos autour de cela. Et il part d'un postulat simple. Comment expliquer que le monde occidental et donc le monde de la science et de la connaissance nous impose l'origine collective, l'origine commune de l'humanité par uniquement l'origine gréco-latine? C'est là finalement qu'il va se distinguer en se disant, non, en ayant puisé dans les sources de chez nous, dans les sources de son pays notamment et des peuples afro, se disant, maintenant, construisons une identité collective africaine, puisqu'elle existe, je vais le démontrer, et c'est ce qu'il a fait à faire, et il l'a fait avec brio. C'est vrai. Un peu ce qui est intéressant, c'est qu'il prend des exemples. À un moment donné, il parle de Pythagore et Thalès. C'est-à-dire qu'il met en avant le fait qu'on leur prête la création de certains théorèmes, alors que ces théorèmes existaient avant eux. Ce qui veut dire que ces personnes ne peuvent pas inventer un théorème qui existe avant leur existence. Et il pointe à chaque fois l'ironie en expliquant que on a Pythagore qui a étudié en Égypte, qui a été formé par des Africains sur le territoire égyptien. Et du coup, tu peux pas dire que le berceau de l'humanité débute au niveau de la Grèce. Vous savez, ça, c'est l'une des choses qui m'ont aussi choqué. C'est que vous savez, il y a souvent de grosses avancées mathématiques, technologiques qu'on attribue à des personnes qui ne sont vraiment pas à l'origine de ces avancées-là, de ces découvertes-là. C'est-à-dire, c'est juste les personnes qui ont exposé, qui ont rendu cela populaire. C'est comme des fois avec des artistes qui chantent des musiques qu'ils n'ont pas écrites. Ils rendent la musique populaire, mais c'est pas eux qui sont à l'origine de la musique. C'est la même chose. L'exemple que je voulais donner, c'est Einstein. Beaucoup de personnes voient Einstein comme celui qui a fait la théorie de si je ne me trompe pas, c'est de la relativité. E égale mc carré. Pourtant, c'est pas lui. C'est juste lui qui l'a rendu populaire. Et c'est... Bref, en fait, j'ai envie de dire, c'est la vie qui est comme ça. Alors que les personnes qui sont les éminents grecs, pour la plupart d'entre eux, ont été formés en Afrique. Et ça, tu le dis pas. C'est-à-dire que tu n'enseignes pas aux uns et aux autres à l'école que la plupart des personnalités fortes du monde grec ont été inspirées par ce qui se passait sur le continent africain. Et le fait de cacher cette information permet de maintenir dans la tête des Africains qui n'ont rien généré de fort, rien généré de grand et de puissant. Et Cheikh Anta Diop et d'autres, puisqu'il n'a pas le monopole sur ce terrain, il est venu casser cette idée reçue que l'histoire de l'humanité débuterait en Europe et qu'avant, il ne s'était rien passé de grand et de fort. Et surtout, casser dans la tête des Africains l'idée que l'histoire pour l'homme noir débute avec la colonisation, l'esclavage et les souffrances qui en découlent. Donc Cheikh Anta Diop est venu remettre de la profondeur, de la distance. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est purement vrai. Dans les cursus, moi, par exemple, j'étais au Cameroun, j'ai étudié. L'histoire du Cameroun commence par la colonisation. C'est-à-dire, on nous parle de la colonisation, des premières guerres mondiales, des choses qu'en fait, on s'en fout. On s'en fout que Hitler a tué. On s'en fout. Les Juifs, on s'en fout. Moi, en réalité, je m'en fous. Bref, quand je dis je m'en fous, faut pas prendre la chose au premier degré, mais ce que je dis, c'est vaut mieux mettre les choses qui sont vraiment utiles en avant, comme l'histoire de son pays, que de mettre l'histoire des autres, la conquête des autres, le combat des autres en avant. Nous, on apprend la première guerre, la seconde guerre, les causes, les conséquences. Bref, j'ai tellement dû me forcer les vendredis parce que nous, il faut savoir que j'étais dans une école où tous les samedis, on devait composer. Donc tous les vendredis, je dormais devant mon cahier pour étudier une histoire qui ne me sert à rien. De la grandeur et de la dignité dans tout ça. Et ça, il faut lui rendre hommage.
sens aussi dans ce que tu dis, pour appuyer tes propos, les médias, ça a beaucoup joué. Comme je disais, dans l'imaginaire collectif, on façonne une image de l'Égypte, comme je disais, blanche, orientale, il y a cette espèce de fantasme. Et lorsque tu plonges plus dans la compréhension des enjeux de la communauté noire dans le monde de manière globale, tu as toujours des films sur l'esclavage, des films sur la colonisation, sur des parcours vraiment tragiques, où justement on met des corps noirs dans des postures vraiment indignes. Et personnellement, moi, je viens de Belgique et des fois je fais des visites décoloniales. Et j'ai la chance et l'opportunité parfois d'accueillir des élèves, des étudiants. On parle de contribution les pseudo-bénéfices de la colonisation. Et alors, il est vraiment cristallisé dans leur tête que la colonisation, c'était quelque chose de bien dans le fond, que ça a vraiment apporté des écoles, que ça a apporté du savoir. Et en fait, lorsque je leur parle de chez Ponta Diop, je vois dans leurs yeux qu'ils ne me croient pas. Et ça, je trouve ça vraiment tellement grave. Et quand je parlais de la communauté OTEP, pour certains membres de la communauté noire, ce sont quasi des fous. Sachant qu'ils questionnent, et je pense qu'on va parler de ça de manière ultérieure, beaucoup la spiritualité par rapport aux contributions de Cheikh Anta Diop et Oumou Kindé, qui a pu faire tout un travail de vulgarisation autour de ça. Bon, étant donné que ça fait 2 fois que tu les cites, on va mettre le pied dans le plat. Pourquoi, selon toi, ces frères kémites, et non pas les frères Otep, se sont-ils perçus comme des fous? Quelle est à tes yeux leur part de responsabilité? Je ne pense pas que c'est une part de responsabilité, mais je pense surtout qu'il y a un endroit que la communauté noire ne veut pas affronter. Et je pense que ça se joue, lorsqu'on parle de colonialisme, on choisit souvent ça une question de terre, mais c'est avant tout une question d'esprit, de décolonisation de l'esprit. Et je pense que cette communauté kémite a eu le courage, l'audace d'affronter les paradigmes idéologiques qui ont été importés aussi par rapport à la colonisation et qui a généré en fait un système de croyances dans lequel la communauté afrodescendante est très ancrée. Je parle du christianisme, je parle aussi de l'islam. Est-ce que tu as partagé le fait que selon elle, il n'y a aucune responsabilité? Oui, il y a une responsabilité, il y a un problème de forme. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as raison sur le fond que tu dois faire l'économie de la forme. Et beaucoup de kémites que je connais, que je fréquente, ont une manière assez agressive, assez culpabilisante, assez dénigrante de s'adresser aux frères et aux sœurs. Et du coup, ça crispe, ça empêche toute réflexion, ça empêche toute discussion saine et empêche aussi la capacité à fédérer. Ça crée du clivage. Et je pense que Ça, c'est typique, le type de groupe de personnes ou de personnes en particulier qui sont dans une situation où ils sont dans une certaine suffisance, où ils estiment très concrètement qu'ils sont à un certain niveau de savoir qu'ils estiment plus vrai que les autres. Et donc, très souvent, ce type de personnes-là, vu qu'ils estiment que ce qu'ils prennent pour vrai est totalement vrai, je pense qu'ils sont très souvent limités. Limités par ce qu'ils peuvent acquérir et ce qu'ils peuvent apprendre des autres. Parce qu'ils vont forcément ne pas forcément écouter attentivement ce que les autres disent. En sous prétexte que ce qu'ils pensent est vrai, surtout en ce qui concerne les thèmes de religion, etc. Donc moi, personnellement, toute personne figée ne m'intéresse m'intéresse plus. C'est-à-dire quand je rencontre quelqu'un qui me dit euh, ouais, ça c'est faux, c'est totalement faux. Non. Non, 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 non. C'est comme, je ne suis pas chrétien, mais je vois quelqu'un chrétien qui vient vers moi pour essayer de me closer. Je ne vais pas dire fiche le camp ou je ne crois pas en Dieu, non. J'écoute toujours le speech. Pourquoi? Parce qu'en fait, je peux rencontrer quelqu'un qui me surprend et qui me donne quelque chose qui fait que je rentre à la maison, je réfléchis, je me dis, bon, peut-être que là, il y a quelque chose à dire. Peut-être que je peux prendre son mail, après on discute, etc. Mais jamais totalement dit non, ça n'existe pas, non, 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 pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. le fait d'avoir une démonstration intellectuelle bienveillante, une démonstration intellectuelle qui prenne en considération l'autre dans ce qu'il est de fort et dans ce qu'il est de puissant, ça permet d'avoir une approche beaucoup plus efficace. Moi, ce que je reproche à beaucoup de kémites, c'est... Tu veux dire quoi par kémite? Tu peux définir? Non, les kémites, c'est des personnes qui revendiquent un attachement spirituel à la Mahat, qui revendiquent un attachement spirituel aux ancêtres, et qui ne sont ni musulmans, ni chrétiens, et qui ne souscrivent à aucune religion dite révélée. Ça, ce sont les kémites. Les kémites, ça vient du terme kémet, Afrique, c'est l'ancien nom. Voilà. Et leur combat est plutôt louable, puisqu'ils ont envie de remettre en avant l'ancestralité du continent africain, avec la diversité des courants spirituels, et vouloir mettre en avant la femme et l'homme noir. Et ça, c'est quelque chose de pertinent et puissant. Maintenant, les méthodes employées, la manière de s'adresser aux uns et aux autres, la manière de diaboliser les uns et les autres, moi, je m'y retrouve absolument pas, je n'y souscris pas. Et c'est là que je dis que Herman, il a raison. J'ai une responsabilité dans la diabolisation qui est la leur, parce que la manière dont ils présentent les choses ne donne pas envie. En fait, il faut rester dans une logique de courtoisie, de bienséance. Quand bien même tu n'es pas d'accord avec l'autre, par rapport à sa foi, par rapport à ses idéaux, par rapport à l'idéologie qui est la sienne, tu dois garder en mémoire que ça reste ton frère, ça reste ta sœur, et tu dois lui parler avec une courtoisie et une bienséance, quoi qu'il arrive. Et à un moment donné, il y a des anathèmes qui sont balancés, des attaques anonymes qui font que ça devient compliqué d'avoir un dialogue et un échange. Puisque justement, tu parles d'anathème, Cheikh Anta Diop a aussi été fait. Et ça, c'est clair. C'est clair que quand bien même ce qu'on pense
est vrai pour nous, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de vérité universelle, même si avec tout ce qui est l'avènement de la science, etc., on peut totalement prouver que ce qu'on pense est vrai, ce que l'autre pense est faux, sur le point de vue scientifique, mais je pense qu'on doit toujours le faire dans le respect, c'est-à-dire, mais vraiment dans le respect et la passivité, sans frustrer l'autre, sans montrer toute sa volonté de puissance, non, ce que je pense, non, vraiment, si vous avez quelque chose que vous pensez que c'est vrai, y a pas de souci, mais il faut aussi accepter que quelque chose peut être vrai pour vous et faux pour l'autre, et ça c'est peut-être difficile à comprendre et surtout à appliquer dans la vie de tous les jours, avec bienséance. Traité de fou. Seulement, il a affronté ceux qui le traitaient de fou sur le terrain scientifique. Et les scientifiques, notamment notre cher docteur Marie qui est sur le plateau, pourra nous le dire, sur le terrain scientifique, c'est l'empirisme qui fait faux. Il y a des balbutiements, il y a des essais, des tests, etc. Et on en arrive finalement, à travers des démonstrations empiriques, à prouver ces théories. Et Cheikh Anta Diop, au-delà d'avoir exploré faiblement en tout cas les aspects ésotériques, il a surtout affronté tous ces contradicteurs sur le terrain scientifique. Je disais précédemment qu'il était idéologue aussi. Et donc moi, je ne peux considérer une science sans idéologie, évidemment. Et je lui en fais absolument pas de reproche, parce que je considère qu'on peut... Ça nous permet de nous positionner, d'avoir un postulat, et ensuite d'avancer les théories, et de pouvoir les vérifier et les Et apprendre. donc, selon toi, quelle est la part de responsabilité des chimiques? Est-ce que tu partages le point de vue de Beko? Alors, je partage son point de vue parce que les méthodes sont importantes. Et c'est là que Cheikh Anta Diop il a usé en tout cas de cette méthode-là. Il a été pertinent, c'est pour ça que je parlais de preuves, de prouver, d'apporter des éléments palpables et avérés. Je me permets de rebondir sur l'empirisme. Je suis d'accord et pas d'accord sur certains points, dans la mesure où, quand j'ai introduit, je questionnais beaucoup l'accessibilité justement des données de Cheikh Anta Diop. Notamment, il lui a été reproché par la communauté scientifique justement de trop s'étaler. C'est-à-dire qu'il utilisait la science exacte, il utilisait les sciences sociales et il n'allait pas forcément en profondeur. D'ailleurs, lorsque des personnes reprennent un peu les propos de Cheikh Anta Diop, ils disent dans les réponses, lui, on pense que éventuellement, il n'y a pas de certitude avérée parce que je pense que son travail était tellement charnière qu'il a dû aller le plus loin possible, mais il ne pouvait pas aller dans les profondeurs. Il n'y a pas de certitude avérée, c'est-à-dire puisqu'il a été validé au Collège du Caire. Oui, mais aujourd'hui, on questionne encore, comme je disais, l'afrocentrisme de l'Égypte. Encore une fois, il y a cette hypothèse que l'Égypte appartiendrait Bon, déjà, petit point, c'est que déjà le fait qu'il n'ait pas, qu'il y ait des, comment je peux appeler ça, des imperfections, c'est quelque chose qui est très bien. C'est magnifique, les imperfections. Parce qu'en réalité, la perfection, pour toute personne qui cherche, vous savez, déjà si quelqu'un vous dit que vous avez fait quelque chose parfaitement, soit il pense, soit il veut vous flatter, mais s'il le pense réellement, faites très attention à la personne. Ça veut dire que la personne n'est pas très fut. Parce qu'en réalité, la perfection en soi, c'est la fin de la recherche. Si quelque chose est parfait, si cette bouteille est parfaite, ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien améliorer, on ne peut plus... En fait, en réalité, c'est terminé. C'est pour ça qu'en fait, la perfection, c'est ennuyeux, c'est... Comment expliquer? La perfection, c'est tout sauf bien d'atteindre la perfection. Déjà que c'est impossible. Mais le simple fait d'entendre que quelqu'un n'est pas arrivé à la perfection, c'est bien. Voilà. C'est bien qu'on puisse réfuter quelqu'un qui ait des manquements. C'est très bien. Voilà, c'est très bien parce que sur les travaux de tous les penseurs que vous allez rencontrer, etc., Emmanuel Kant, tous ceux que vous aurez entendu parler, Socrate, il y a des manquements. Il y a des personnes qui ont écrit des livres sur les manquements et c'est très bien comme ça. Parce que ça veut dire que la pensée a évolué, tout simplement. Etc. Et que finalement la communauté noire ne serait pas forcément au centre de la matrice. Ça c'est quelque chose qui aujourd'hui on ne peut pas dire oui, c'est totalement vrai ce qu'il a dit. Je pense que c'est à cet endroit-là et j'aimerais aller encore plus loin en termes d'accessibilité. Pour être sûr qu'on comprenne bien, est-ce que tu remets en cause la validation qu'il a obtenue au Collège du Caire, que tu viens de dire? Moi personnellement, mais je mets en évidence. Sûr qu'il a raison dans ce cas. Moi je pense que oui, mais je pense surtout que ces ouvrages sont encore très combattus dans le monde académique et c'est pour ça que je mets ça en évidence. Et je pense que ça soulève plus des questions de fond par rapport à l'empirisme que tu viens de mettre en avant, notamment à travers le travail de toute la vulgarisation qu'a mis en place Mukunde. Personnellement, je suis quelqu'un de très curieuse. Du coup, je pense que je suis aimée par la personne à côté de moi. Je suis quelqu'un de très curieuse et quand j'ai commencé à investiguer sur cette question, je suis désolée, ce n'est pas quelque chose d'accessible. Surtout lorsque j'ai commencé à ouvrir les vidéos de Umutunde. Ces vidéos, que Dieu bénisse, que l'univers bénisse son héritage, mais c'est des prises d'otages. C'est super long, super dur à comprendre, sans formation au préalable. Et du coup, surtout lorsqu'on a, pour une grande majorité de communautés afro-descendantes, baignées dans des croyances chrétiennes, etc. C'est très dur à comprendre. Bon, moi, je suis pour ceux qui pensent que c'est hyper difficile à trouver. Hyper difficile à trouver, pourquoi? Prenez l'exemple d'un jeune comme moi. J'ai acheté un livre de Cheikh Anta Diop, vous avez entendu parler de tous ses exploits, etc. Vous avez écouté une de ses vidéos, vous n'avez à peu près rien compris.
il est éloquent, etc. Mais vous n'avez rien compris. Vous achetez le livre, vous ne comprenez plus rien. Dans un monde où l'attention est extrêmement minime, où c'est les shorts qui dominent, vous pensez qu'un jeune va continuer à faire des recherches? Bien sûr que non. Mais il faut c'est un niveau de résilience, pardon, extrêmement élevé pour continuer à faire des recherches dans un domaine dans lequel je ne comprends rien. Et en plus que c'est un domaine qui est compliqué, où il faut mais vraiment chercher, documenter. En plus, ça coûte de l'argent. Les jeunes aujourd'hui aiment dépenser dans les vêtements, les sorties et tout ce qui va avec. Mais pas forcément, hein, pas forcément dans tout ce qui est ouvrage, etc. Donc, bien sûr que je vais dans le sens où c'est compliqué. C'est compliqué à trouver la documentation. Pas forcément parce que c'est inaccessible, mais parce que la documentation même, elle, n'est pas facilement accessible. C'est-à-dire, tu ne peux pas facilement t'approprier ces textes, ces idées. Et je pense que c'est ce que je reproche, notamment à peut-être cette communauté kémique qui est assez effervescente, je trouve, sur YouTube, parce que c'est tout, j'ai l'impression qu'ils ont développé là-bas tout un savoir périphérique, en fait, pour pouvoir avoir accès à ces connaissances. Et que pensez-vous, merci pour cet apport argumentatif des plus riches, que pensez-vous de cet autre reproche qui se base autour d'un adage africain selon lequel seuls tes actes prouvent qui étaient tes ancêtres. Or, jusqu'à preuve du contraire, on a rarement vu un Aliko Dangote émite. On a rarement vu quelqu'un qui incarne justement la réussite pharaonique, que ce soit sur le plan institutionnel, académique, économique, qui émite au point où on leur reproche en quelque sorte de se réfugier derrière la grande figure de Cheikh Anta Diop pour masquer leur médiocrité. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, faut pas tout mélanger. C'est une question. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, il faut comprendre une chose. La notion de réussite, elle est propre à chacun. Pour certains, la réussite, elle est uniquement matérielle et financière. Et c'est sûr que si tu prends le coup d'un côté, c'est un modèle de réussite. Parce que sur les critères du capitalisme, ils cochent toutes les cases. Les multimilliardaires, alors qu'il y a des gens autour de lui qui crèvent la dalle, ça ne me dérange pas. Dans un pays où tu as beaucoup de gens qui sont même pas accès aux soins, moi être milliardaire dans un pays comme ça me dérangerait. Réussir dans ces conditions, ça me dérangerait. Tu vois. Donc chacun a des critères bien particuliers en termes de réussite. Moi, je connais des personnes qui sont des professeurs éminents, qui ont ouvert des écoles au Congo, en Angola, au Sénégal, qui sont kémites et qui, pour eux, ont réussi. Parce qu'ils transmettent un savoir, ils transmettent un enseignement, ils permettent à des enfants d'avoir accès à la culture, ils permettent à des enfants de sortir de la pauvreté. Donc la réussite, je ne pense pas qu'on puisse l'apprendre de cette manière, parce qu'elle est propre à chacun. Il y en a qui auraient pu gagner beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas voulu. Alors, je précise, c'est pas que financière, je parle de réussite au sens large, académique, économique. Mais il y en a qui ont réussi et qui sont dans l'anonymat. Okay. Vous partagez ce point de vue? Et en plus, c'est dur. Enfin, c'est dur de réussir. Et surtout, le barème est haut, tu vois, par rapport à le cadre de comparaison. Et je pense que oui, effectivement, il y a des gens qui s'inscrivent dans des trajectoires de réussite incroyables, mais qui ne sont pas forcément si connus que ça. Et aussi, moi, ce qui me met mal à l'aise dans ta question, c'est que je pense que ça soulève des propos de fond autour de la Black Excellence. Et moi, c'est quelque chose qui me met extrêmement mal à l'aise, parce qu'en tant qu'individu noir, j'ai l'impression que tu es contraint à être représentant chaque fois de ta communauté et devoir avoir la contrainte de t'inscrire systématiquement dans l'excellence. Pour moi, c'est quelque chose qui génère énormément de pression à énormément de jeunes de ma génération. Il faudrait pas faire la promotion de l'excellence? Oui, mais c'est pas qu'il faudrait éradiquer la promotion de l'excellence, il faudrait l'encourager bien évidemment, et ça ne doit pas être la dictature de l'excellence. Ça, personnellement, je ne suis pas à l'aise avec ça. Dans le sens que c'est un discours que l'on valorise souvent, finalement, qui, personnellement, je le lis parfois des valeurs néolibérales. Souvent, on va statuer la Black Excellence de quelqu'un qui réussit ses entreprises sur le plan économique, et pas forcément ses contributions sociales. En tout cas, s'il n'y a pas la variable économique, bah, du coup, on va minimiser justement le fait de pouvoir s'inscrire dans la Black Excellence, et surtout en tant que personne noire, c'est juste la possibilité d'exister pour exister sans pour autant devoir s'inscrire dans des trajectoires incroyables. Moi, je pense que en ce qui concerne tout ce qui est Black Excellence, etc., c'est parce qu'en fait, on n'est pas confronté vraiment, réellement à d'autres cultures qui cherchent vraiment l'excellence. Parce qu'en fait, je pense que ça vient seul. C'est pas on se dit ou on promeut. Non. Pour moi, si on fait la promotion de quelque chose, s'il n'y a pas un modèle de compétition à côté, je ne pense pas que ça va aller. Regardez par exemple dans tout ce qui réussit énormément, il y a beaucoup de compétition. D'un côté, sa raffinerie, il a fait pourquoi? Parce qu'il veut être compétitif par rapport à d'autres. Ne serait-ce que sur le propre continent, sur le continent africain, c'est-à-dire offrir des prix plus abordables que l'extérieur. Bien sûr, aussi, il y a peut-être une grosse flamme patriotique, mais il y a aussi du bénéfice. C'est un homme d'affaires, c'est pas bonjour, je vais vous aider parce que je suis africain, etc. En réalité, il s'en fout. C'est concrètement, il veut aussi gagner des parts de marché, se faire de l'argent et donc être compétitif. Donc pour moi, tout ce qui est Black Excellence, etc., c'est-à-dire promouvoir l'excellence, moi ça passerait vraiment par
qui on veut dépasser. Vraiment. C'est-à-dire, parce que quand on est dans la logique de se dépasser soi-même, c'est vertueux, ce que vous voulez. Mais se dépasser soi-même, il faut être vraiment, comment dire, d'une sagesse supérieure pour rester dans cette logique-là. Si tu n'as pas vraiment de objectif ou une personne ou un ami que tu dois challenger, c'est-à-dire un camp adverse, comme dans un match de foot, nous on doit battre ceux-ci pour avoir tel résultat, pour avoir telle coupe, etc. Ce sera extrêmement difficile. Dites-vous si Messi n'avait pas eu Ronaldo, je ne pense pas qu'il aurait eu le nombre de ballons d'or, etc. L'inverse. L'inverse, voilà. Et inverse. Bref, et l'inverse, quoi. C'est-à-dire, et Ronaldo aussi n'aurait pas eu les 5 ballons d'or. Donc, c'est parce qu'il y a opposition, parce qu'on veut dépasser l'autre, que forcément, on est dans une logique de se dépasser soi-même. Si c'est pas ça, je ne pense pas. Regardez même dans les mangas. Les mangas, c'est les meilleurs, comment on dit, les meilleurs exemples dans ça. Naruto, Dragon Ball Z. C'est forcément parce qu'on veut dépasser notre personne. Ça peut être un méchant ou un gentil, mais on veut dépasser, on veut être plus fort que l'autre. C'est là où on atteint, pour moi, où on va plus vite aller vers l'excellence. C'est quand on se dit, bon, lui là, c'est le rival. Et jamais dans la logique de, ou en tout cas, c'est beaucoup plus difficile qu'on est dans la logique de, on veut s'auto, comment dire, on veut évoluer seul. Dans le sens où, aujourd'hui, 1, demain, moi plus 1. Après-demain, moi, 1 plus 1 plus 1. C'est un peu compliqué. Donc, tu n'estimes pas qu'il existe aujourd'hui, à l'échelle de la communauté, une culture de la médiocrité qui s'ignore et qui contribue, pour beaucoup d'entre nous, à fortiori en Occident, à nous maintenir dans une faiblesse économique, institutionnelle et culturelle, et qu'à ce titre, peut-être que la promotion à outrance de la black excellence peut faire effet de thérapie de choc pour inciter au moins une minorité d'entre nous à se réveiller et à déployer leur plein potentiel. Pour moi, quand bien même la culture de la médiocrité, tu la mets en avant, pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui se fait de manière consciente. On a différents types de capitaux, culturels, sociaux, économiques. Il y a certaines personnes qui sont entraves dans leur possibilité de pouvoir réussir. Alors oui, la black excellence, oui, mais pas à tout prix, pas au prix de sa santé mentale. Et vu à quel point on a été ancré dans de profonds traumatismes, je trouve que parfois, au plan de la santé mentale, on devrait apprendre à s'épargner en tant que personne noire. Bon, un autre point. C'est les gens qui pensent qu'on ne doit pas faire des sacrifices pour arriver à un certain niveau. C'est totalement faux. À un certain niveau, il faut sacrifier beaucoup de choses. Je ne veux pas donner d'exemple personnellement dans ma vie personnelle, mais je le dis parce que je le sais, parce que je le sens, parce qu'il y a trop d'exemples qu'on peut donner. Regardez par exemple l'exemple de la Chine. J'ai vu un reportage sur la Chine où les jeunes sont utilisés comme des machines. C'est pas des ingénieurs, non, c'est des machines qui sont travaillées pour être des ingénieurs plus. C'est-à-dire, ils sont à l'école, en primaire, c'est extrêmement serré. Les horaires, ils apprennent un certain type de matière en particulier. Il n'y a pas vraiment de littérature, non, il n'y a pas la place pour ça. C'est les sciences, et les sciences qui sont adaptées au monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je vois des enfants de 7, 8 ans, peut-être moins 6 ans, on les apprend la 3D. C'est pas pour rien. Et tout ça, ça a un prix, ça a un coût. C'est qu'il y a plein d'élèves, vu qu'ils sont surchargés de coups, se suicident. Je ne dis pas que c'est forcément bien, mais je dis que quand on regarde ce qui s'est fait, c'est qu'il y a forcément un sacrifice à faire. Ça ne sera pas... Pour se développer, il ne faut pas, comment dire, faut pas croire que ce sera facile ou qu'il n'y aura aucun sacrifice à faire ou que ce sera clean. C'est-à-dire, on aura un développement sans sacrifice, sans décès, sans combat, sans pleurs. Non, non, non. Il y aura tout ça. Il y aura tout ça. Il y aura des dépressifs. Que tu veux, non. Mais si c'est vraiment ça que tu veux, si tu te lances dans la démarche, il y a des personnes qui ne seront peut-être pas assez fortes pour tenir le coup et qui vont succomber au milieu du chemin. Et c'est tout à fait normal. Quand je dis c'est tout à fait normal, les gens vont peut-être voir comment qu'est-ce qu'ils racontent, mais c'est normal. Mais vraiment normal. Une définition déjà des modèles de réussite. Nous mettions d'accord sur la définition. Ensuite, une fois qu'on a posé ce cadre-là, nous dire, en tout cas ce que moi j'entends à travers la réussite, c'est lorsqu'on gagne du terrain, on avance, on performe, on excelle,
de quelle manière on fait rejaillir cette réussite sur les nôtres et de quelle manière surtout on laisse un héritage. Charles Diop, c'est un exemple de réussite. Parce qu'il a fait ses preuves, il a excellé dans son domaine et ensuite il a laissé un héritage transgénérationnel. C'est de cette manière-là que je définis la réussite et elle s'inscrit dans divers domaines de la vie. Dans le domaine scientifique, dans le domaine financier, quoi qu'on en pense, peu importe le paradigme dans lequel on s'inscrit, le capitalisme, le communisme, enfin peu importe. En tout cas, la capacité de pouvoir briller, rayonner, faire ses preuves dans son domaine, être le meilleur dans son domaine et ensuite faire rejaillir autour de soi, autour de ceux qui en ont moins que soi-même et de laisser un héritage perpétuel et transgénérationnel. Très bien. Moi, je comprends ce que dit Marie par rapport à l'injonction que peut... En fait, l'injonction à l'excellence, ça peut être dangereux pour les cerveaux les plus fragiles et les plus faibles, parce que c'est leur demander quelque chose qui les dépasse, et ça peut les mettre en danger sur le terrain de la santé mentale. Après, l'injonction à l'excellence pour des gens qui ont un vrai potentiel et qui ne l'utilisent pas, qui sont en sous-régime, là, c'est important. Donc en fait, il faut faire du sur-mesure. Moi, je sais que par moment, on a tendance à donner des conseils de manière un peu trop rapide et généralisée, alors qu'un conseil, c'est vraiment... En tout cas, c'est ma formation en tant qu'avocat. Un conseil, c'est vraiment du sur-mesure. Ça correspond à des profils. Chaque conseil doit être fait au fur et à mesure des uns et des autres, à la lumière de ce qu'ils sont, à la lumière de leurs états psychologiques, moraux, financiers. Parce que au moment de la rencontre, il est peut-être disposé à entendre quelque chose que si tu avais croisé 2 ans en arrière, il n'a pas pu l'entendre. Donc oui, il faut prôner l'excellence, mais il faut faire en sorte de promouvoir cette excellence auprès du public averti, auprès d'un public en capacité émotionnelle, intellectuelle de comprendre l'enjeu de l'excellence. Et comment tu mesures le public averti? Voilà. Et moi, c'est même pas ça. La question, c'est est-ce que le public actuel africain qui est présentement là, est-ce qu'ils peuvent succomber à ça? Est-ce qu'ils peuvent supporter ça? Je vous laisse répondre à la question. De quelle manière tu arrives à On déceler? va frapper à la porte de chacun. Non, mais déjà, l'exemple de cette émission, c'est une émission niche. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de femmes en petite tenue, ou d'hommes qui rappent, ou d'hommes qui viennent produire quelque chose qui serait racoleur. On n'est pas sur du racolage. On est sur une émission exigeante, on est sur une émission que beaucoup trouveront chiante, parce que intellectuellement, ils ne sont pas capables de la supporter. Donc déjà, il y aura un tri qui va se faire. Et ensuite, on va pouvoir travailler avec ces gens qui ont envie et qui ont la capacité de comprendre, d'apprendre et d'intérioriser ce que nous véhiculons. À ce moment-là, on peut avoir des injonctions, on peut avoir des invitations plus ou moins excellentes et liées à l'excellence de manière générale. Mais en fait, c'est toujours pareil, ça se fait avec une sélection, parce que c'est pas tout le monde qui est invité au bal, parce que c'est pas un bal, c'est une foire. Et en mettant des filtres, on peut travailler avec les femmes et les hommes qui sont capables et qui ont envie et qui ont soif de cette exigence et les accompagner sur ce terrain-là. J'ajoute à ce que tu dis. Là, je suis totalement d'accord. Là, vraiment, je suis totalement d'accord. Dans le sens où il faut vraiment trier les profils et que... Et ce qui est vrai, c'est que tout le monde n'est pas fait pour un certain niveau d'excellence dans certains domaines. En tout cas, ça c'est, je pense, quelque chose qui est vrai. Quand on prend par exemple l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui veulent être entrepreneurs, etc. Mais je pense sincèrement, c'est mon oncle qui me le disait, tout le monde n'est pas né pour être entrepreneur, malheureusement. Et c'est pour ça que dans la réalité des faits, très peu finissent par en être, même si aujourd'hui c'est la mode et que la majorité des jeunes veulent en être. C'est qu'au final, il y en a très peu qui en seront. Il y a très peu qui ont le niveau comment dire, de résilience pour rester, pour garder ce statut-là. Et alors même qu'ils ont eu un gros succès en tant qu'entrepreneur. Vous voyez quoi? Je parle très concrètement, c'est une personne qui, par exemple, qui a eu un succès entrepreneurial, mais ne va pas forcément le rester parce que un succès ne veut pas dire que tu as réussi, tout simplement. Donc, je suis d'accord pour le fait que, pour le tri, quoi. Voilà, c'est-à-dire, il faut vraiment, comme dans toute école, comme dans toute grande école, voilà, tout endroit où on veut enseigner un savoir qu'on trouve extrêmement utile, il faut trier les meilleurs grains de riz, les grains d'or des grains blancs. Nous pouvons aussi travailler sur susciter justement cette envie-là et convertir ceux qui ne le sont pas encore. Oui, mais tu convertis pas quelqu'un qui n'est pas curieux. Tu peux susciter l'envie, tu peux initier des lectures accessibles, tu peux initier des vidéos accessibles, mais tu ne peux pas transformer quelqu'un qui n'a pas fondamentalement envie d'être transformé. Ça n'existe pas. Tu ne fais pas la transformation malgré l'autre. Pourquoi je te dis ça? Il y a des gens qui, au bout de la première fois, ne te diront jamais oui, mais que tu réussiras à convaincre au bout de la 20e fois. Ou au bout de la 15e émission, la personne sera persuadée finalement et convaincue de la nécessité et de l'importance de la lecture dans sa vie. Moi, j'aimerais dire aussi que. Non. Mais moi, je pense qu'en fait, ces personnes-là qui sont au bout de la 15e fois, c'est les personnes qui n'auront pas un grand parcours dans ça. Parce que très souvent, c'est les choses qui viennent seules. Pas forcées. C'est comme je dis souvent, quelqu'un qui veut commencer à lire, etc. Ne te force pas. Va vers ce qui te plaît naturellement. Si c'est
pour toi, tu vas trouver un livre qui va te plaire. Tu vas forcément trouver. C'est pas quelque chose de difficile ou de... Non, c'est quelque chose qui t'intéresse. Tu vas trouver ce que tu veux. Mais si tu veux te forcer... Moi, je me suis forcé au départ. Je me suis forcé, c'est-à-dire, je commençais à aller, etc. Je dormais, mais je continuais parce que pour moi, ça a toujours été quelque chose que je sais que c'est vital. Donc, je me forçais. Et je ne vais pas mentir en disant, ouais, j'ai lu les premiers livres. Non, oui, les premiers livres que j'ai lus, oui. Je les ai lus extrêmement rapidement. Ça, c'est sûr. C'était les livres d'un chrétien, docteur Zacharias Tsanifo même. Donc, j'ai lu 3 de ces livres en une semaine. Pour quelqu'un qui n'avait jamais lu à l'époque, c'est énorme. C'est énorme, mais il faut savoir qu'avant ça, j'avais quand même acheté d'autres livres que j'avais essayé de feuilleter qui ne m'avaient vraiment pas plu. Le premier livre que j'ai lu, que j'avais acheté de mes poches, c'est un livre de... Comment il s'appelle? C'est un influenceur qui apprend à mieux mémoriser sur Internet. Mohamed Bouclet. Voilà, j'avais acheté son livre. J'avais vraiment pas aimé. Mais quand je dis vraiment pas, parce qu'en fait, je trouvais que son livre, c'est un ramassis d'informations que tu pouvais trouver partout. J'étais vraiment déçu de tous les euros que j'avais dépensés parce que je me disais, mais c'est... Je comprenais pas vraiment la logique du livre. Dans le sens, c'est peut-être bondé d'informations, mais voilà. Pour moi, c'était quelque chose que tu pouvais... c'était juste un recueil de plusieurs informations. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs livres qui sont comme ça. C'est juste le recueil de plusieurs informations. Il n'y a aucune sagesse dans le livre, quoi. C'est-à-dire, vous lisez le livre, zéro éblouissement, zéro transformation, rien. Vous sentez rien. Vous avez terminé le livre, ok, ouais. Zéro. Je ne dis pas que le livre, la qualité du livre était nulle. Hein. Pas du tout. Mais je dis personnellement, parce que c'était ma première lecture, j'ai rien ressenti, quoi. Moi, j'aimerais dire que surtout dans tes propos, Déco, c'est que personnellement, je pense pas que je m'inscris dans une trajectoire médiocre en tant que doctorante, mais je ressens la pression de la Black Excellence, tu vois. Et je connais plein de gens qui sont dans cette sphère, dans des grandes sphères en haut, qui ont justement fait ces ascensions sociales, qui ressentent la pression de la Black Excellence, tu vois. Mais pourquoi la pression est négative? C'est ça que j'essaie de comprendre. Parce qu'en fait, il y a cette espèce de contrainte à ne pas avoir droit à l'erreur. Alors que cette société, la société occidentale, blanche, en tant que personne noire par exemple, nous expose déjà à beaucoup de difficultés, à beaucoup de pression, et je trouve qu'il y a une pression en fait intracommunautaire qui vient encore plus appuyer sur ton existence. Moi personnellement, c'est quelque chose qui me met mal à l'aise, et en plus, je trouve aussi, je ne dis pas que c'est les propos que vous défendez, mais la manière dont j'ai analysé ces discours, en tant que personne qui a une trajectoire sociale où j'étais inscrite dans la subalternité, je viens de la Hesse, de la galère, à cette époque-là, j'aurais été mal à l'aise avec ce concept de Black Excellence. J'ai l'impression qu'on me reproche ma médiocrité. Alors que je sais que j'ai pas forcément, ou bien même je ne conscientise même pas que j'ai pas les outils. Je trouve vraiment que la Black Excellence, ça contribue à créer l'écart dans la communauté noire, à créer l'hierarchie. En fait, moi personnellement, je suis totalement pas d'accord avec elle. Alors, pas du tout. Dans le sens où, déjà, plus de pression, c'est bien. Et non être mauvais. Et dites-vous, si vous avez moins de pression, en fait, vous finissez un moins bon travail. Parce qu'en fait, vous n'avez pas la pression du résultat. Et dire que ça va créer des dépressifs, etc., c'est sous-estimé, de 1. Et en plus, c'est, je pense, croire que qu'on n'est pas prêt. Même si, fondamentalement, beaucoup le pensent qu'on n'est pas prêt, mais c'est de croire que on ne peut pas le faire. C'était toujours dans le but de sous-estimer et que il y en a beaucoup qui vont succomber ou qui vont garder des séquelles de tout ça, etc. Mais je pense que, en fait, ça va bien sûr créer peut-être des dépressifs comme il dit au départ, mais plus on va avancer, plus les gens vont s'adapter. Parce que l'homme s'adapte toujours. Même si c'est après 3-4 générations, on va s'adapter. Si c'est un mouvement qui est vraiment lancé et que la majorité des gens adhèrent, on va s'adapter. Black Excellence. Dites-vous si quelqu'un vient de je ne sais d'où, qu'il arrive dans un pays occidental, il se dit, il a en lui ça, d'être le meilleur. Et tous, ils ont ça. C'est bien mieux que de n'avoir rien. Je suis totalement pour la responsabilité, c'est-à-dire rajouter responsabilité sur responsabilité. Puis, même si de base vous avez les responsabilités, en réalité on s'en fout. Rajouter ça dessus. Et je ne pense que ceux qui iront dans ce sens-là ne pourront être que meilleurs. Que meilleurs. Que là, vraiment, que meilleurs. S'il te plaît, Marie, de cette pression de la Black Excellence. L'incidence L'incidence négative.
Ben, pour moi, personnellement, Est-ce qu'elle t'empêche de dormir? Est-ce qu'elle te fait faire des cauchemars? Est-ce qu'au quotidien, elle te démotive dans tes c'est actions? vraiment l'idée de ta ne pas motivation? avoir droit à l'erreur, en fait, d'être quelqu'un qui ne peut pas faire d'échecs, C'est qui doit mais- toujours mais être tu dans... penses pas que tout le monde a droit à l'erreur et Laissez-moi que terminer mon c'est propos, propre? s'il vous plaît. Laisse-moi D'être dans... Oh oui, mais tu m'as laissé terminer, enfin, tu m'as laissé reprendre la parole alors que j'étais OK pour que tu continues. Et en fait, c'est vraiment être dans cette posture, en fait, de ne pas avoir droit à l'erreur. Et encore une fois, pour moi, c'est un moyen de déshumaniser encore les personnes noires. Excellence et perfection. Oui, Ok. c'est ce devoir de devoir toujours être le meilleur, tête d'affiche, d'être toujours dans le meilleur collectif, le meilleur projet. Tant mieux. Moi, ça me... Mais c'est justement la possibilité de faire pas- des erreurs, on reste des êtres humains. c'est- Mais l'un n'empêche pas l'autre. Il y a une confusion sur la black excellence ou sur l'excellence noire ou l'excellence tout court. Être excellent, c'est pas ne pas faire d'erreur. Être excellent, c'est donner le meilleur de soi et produire le meilleur pour l'autre. C'est ça être excellent. Le propre de l'être humain, c'est de faire des erreurs. L'être humain, il est par définition imparfait. Donc des erreurs, tu vas en commettre. Et il n'y a que celui qui n'entreprend pas qui ne commet pas d'erreur. Peut-être que même ne pas entreprendre, c'est une erreur. Mais ça, c'est un autre débat. Donc du coup, il faut prendre en considération que par nécessité et par logique liée au fait que nous sommes des êtres humains, nous allons nous tromper. Nous allons commettre des erreurs. Ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas donner le meilleur de soi. De ne pas s'investir pleinement dans ce qu'on fait. De ne pas mettre son âme, son énergie. De ne pas mettre sa puissance dans ce qu'on fait. C'est ça l'erreur. C'est pas le fait d'en commettre. Mais est-ce qu'on peut être moyen? Parce que dans votre Non, mais discours, je sens on peut- qu'il y a un truc entre black excellence et culture de la médiocrité. Et moi, c'est ça qui me met mal à Je l'aise. vais- ça dépend. Est-ce que J'entends la vérité est-ce dans que c'est une vos ambition? propos Non, mais je réponds à ta question sur le caractère moyen. Les gens, ils sont ce qu'ils sont avec ce qu'ils ont. Moi, ce que je dis, c'est que nous avons une responsabilité, c'est de promouvoir l'excellence. Parce que personne ne le fera à notre place. Et au contraire, ceux qui sont en face de nous, nos adversaires idéologiques, vont promouvoir la médiocrité, ils vont promouvoir la vulgarité, ils vont promouvoir l'approximation. Je donne un... Prenons un exemple très simple. C'est l'exemple de America First avec... non, même pas America First, c'est... Comment on dit vous savez, les Américains ont cette logique-là que quand ils sortent un produit, ça doit prendre tous les marchés. C'est-à-dire, le produit doit être mondialement connu, ça doit prendre mondialement. Ah, surtout la Silicon Valley. Et vous pensez que quand ils... Avec cette mentalité, ils n'ont pas de pression. C'est que vous rigolez, vous êtes sur quelle planète? Ou les Chinois, ils n'ont pas de pression. Quand ils sortent, quand ils voient Tesla faire des robots, etc. Tout le monde a une pression. La pression, c'est bien. C'est magnifique, il faut avoir la pression. La pression, c'est les problèmes, mais les problèmes, c'est bien. Quelqu'un qui n'a pas de problème, en réalité, vit une vie qui est extrêmement ennuyeuse. En réalité, une vie qui n'est pas aussi passionnante que ça, qui est désespérante. Et c'est vrai, hein, quand il n'y a pas de problème, ce qui se passe très, très souvent, c'est que peut-être il faut de téléphone de scroller. Voilà. Soit vous n'avez pas de problème, soit vous ne vous rendez pas compte de vos problèmes. C'est très souvent ça. Et c'est désespérant. Limite, ça fait pitié. Pour avoir vécu ça, je sais que ne pas avoir de problème ou ne pas se mettre de la pression. Parce qu'après se mettre de la pression, c'est quand même extrêmement difficile. Surtout, comme j'ai dit, qu'on n'a pas de modèle de compétition. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par compétition. J'aime beaucoup compétir. Beaucoup. C'est pour ça que, pour moi, ça marche beaucoup plus vite pour moi quand je suis en compétition avec quelqu'un. Quand il n'y a pas de quelqu'un avec qui je me compare, ça ne marche pas. Je n'arrive pas forcément à me comparer moi-même en me disant, ouais, il va être le meilleur. Non. Moi, ça marche vraiment qu'il y a quelqu'un en face de moi avec qui je me dis, non, celui-là, il doit le dépasser. Et là, je charbonne comme un fou. Ça, franchement, mais quand c'est que contre moi, en réalité, tu vois pas de grand intérêt de combattre contre toi-même. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Un exemple très simple. Vous regardez dans la communauté occidentale, ça ne les dérange pas d'inviter l'imam Chalgouni. Ça ne les dérange pas d'inventer un imam qui parle à l'infinitif, qui ne conjugue pas les verbes, qui vient avec un français qui n'est même pas du français. Il n'y a plus qui se comprend. Ça ne les dérange pas. Ils ont un mépris pour les autres qui est incroyable. Et si nous ne comprenons pas que les Occidentaux, en plutôt à l'élite, ne vont pas valoriser les nôtres de façon bienveillante et de façon sereine et de façon valorisante, que nous devons le faire, que personne ne fera notre place, là on est mort dans le film. Donc on va promouvoir l'excellence. Après, les femmes et les hommes qui supportent la pression, tant mieux. Ceux qui ne supportent pas, tant pis. Parce qu'en réalité, chacun fait avec ce qu'il a. Mais les gens ont le droit d'être moyens, les gens ont le droit d'être médiocres, les gens ont le droit d'être excellents, les gens ont le droit d'être ambitieux. Il n'y a pas d'obligation à quoi que ce soit. Mais nous, on a une responsabilité dans cette émission, c'est promouvoir l'excellence. Et l'excellence, c'est pas la perfection, comme dit Herman. On ne demande pas aux gens d'être parfaits, on demande aux gens de faire le meilleur, de donner le meilleur d'eux-mêmes, de ne pas tricher, de s'investir pleinement. Quand on fait quelque chose, on le fait avec grandeur. On le fait parce qu'on a envie de le faire. Même si c'est petit, fais-le avec grandeur. Tu fais un tableau, fais un beau tableau. Tu fais un tapis, fais un beau tapis. Tu veux faire une belle émission, fais une belle émission. Après, on verra si t'es le meilleur, t'es pas le meilleur, ça sera un autre débat. Au moins, t'as donné le meilleur de toi-même. Mais quand on est dans des logiques de on vient, on dit qu'on le fait pour le faire, quand on dit qu'on le pense pour le penser, et qu'on n'est pas dans une réflexion d'exigence, malheureusement, on se retrouve avec une communauté qui est tirée vers le bas, on se retrouve avec des modèles qui ne sont pas à la hauteur. Pardonnez-moi, mais quand on voit le nombre de modèles de la communauté afro sur le devant de la scène, qui ne sont même pas capables d'avoir une réflexion, qui ne sont pas capables d'avoir une profondeur dans leur pensée, et qui sont mis en avant, et qui sont instrumentalisés parce que médiocres, donc ils n'ont même pas conscience qu'ils sont pas au niveau. Ils acceptent de venir sur des plateaux, prendre la parole, alors qu'ils n'ont pas lu suffisamment d'auteurs de qualité, et ça se ressent dans leur manière de penser, dans leur manière de parler. Ils sont carencés en termes de génie dans leur lecture. Et si nous, on n'est pas là pour mettre l'église au milieu du village et leur dire, les gars, vous n'êtes pas au niveau, vous êtes médiocres.
sortez des plateaux télé, vous nous discréditez nous en tant que Renois, qui va faire notre place? Personne. Donc c'est notre responsabilité de prendre l'excellence et de dire pourquoi on la prône. C'est pour renaître. Et c'est pour faire en sorte que le sacrifice de nos aïeux n'ait pas été vain. Et c'est indispensable de le faire. Et je vais plus loin, ça repose, et là je rebondis sur ton propos, sur l'acceptation d'une hiérarchie. Tu as évoqué cette notion de hiérarchie. Je pense que le fond du problème, c'est l'acceptation ou la non-acceptation de la hiérarchie. Beaucoup à l'échelle de notre communauté ont une vision, sans toujours en avoir conscience, une vision communiste de l'existence. Du fait que nous ayons souffert, ils englobent dans une vision de solution un chemin égalitariste. C'est-à-dire que finalement, nous sortons du paradigme occidental et par extension, sortons du libéralisme, sortons de la hiérarchie. Est-ce que c'est cette vision que tu partages? Entre autres, après, je pense que cette vision, elle n'est pas toujours consciente, mais je pense qu'elle est existante. Et encore une fois, c'est pas forcément des propos que je vous reproche à vous, mais c'est vrai que dans ce que j'ai entendu, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce discours qui relate une espèce de dualité entre culture de la médiocrité et la base excellence. Là, Beko a émis quelques subtilités avec lesquelles je suis totalement d'accord, mais de manière effective, je pense vraiment que si on ne tend pas toujours à mettre en avant ces subtilités, on peut encore plus créer le fossé. Et d'où l'importance pour des personnes comme nous, je trouve, de toujours être des mains tendues. Non, mais en fait, je crois que son problème à elle, c'est qu'elle ne comprend pas qu'en fait, c'est le prix à payer. Tout simplement. Mais vraiment, en quelques mots, c'est le prix à payer. C'est tout. Et qu'il faudra toujours payer quelque chose pour avoir quelque chose en retour. C'est juste que c'est le prix à payer. Et que ça peut être difficile à payer. Et que ça peut être difficile de voir les personnes succomber à une certaine idéologie. Mais qui au final est bien. Donc, est-ce que le fait qu'ils aient succombé serait une mauvaise chose? Pas du tout. Non. Personne ne va regretter. Parce qu'en fait, c'est dans la logique des choses. Attendez que je remette ça en grand écran. Ça a été de ne pas oublier d'où on vient et de toujours tirer ces personnes et de ne pas monter seul. Pas que dans une idée philosophique, mais encore une fois, la personne qui est en haut, si toi tu es là, c'est toute la communauté qui est là avec toi. C'est plus dans cet esprit-là que je On vais est mettre ça en avant. d'accord. Excellent. La hiérarchie, Voilà, la hiérarchie, la question de la hiérarchie. La hiérarchie implique le rapport de force. Et le rapport de force est vital, il est nécessaire. Non pas dans une logique d'écrasement de l'autre, surtout au sein d'une communauté, mais plutôt dans une logique d'émulation. Lorsque je vise le premier et je tends à le remplacer, ou en tout cas à faire mieux que lui, donc à me surpasser moi-même et à faire mieux que lui, c'est pas dans Avec des critères objectifs. des critères objectifs, bien sûr, de réussite et objectivables. Donc je tends à le dépasser, et évidemment que lorsque j'y arrive, comme je le disais précédemment, c'est surtout pour faire rejaillir ensuite. Donc je n'y vais pas seul, j'arrive au sommet, mais pas pour rester au sommet tout seul, pour y faire venir certains. Mais en fait, pour moi, la notion de hiérarchie, il faut qu'elle soit bien précise. Moi, je prends la hiérarchie sur le terrain des compétences. C'est-à-dire que j'estime que tout être humain est mon semblable ou mon frère en humanité. Peu importe sa foi, peu importe sa couleur de peau, peu importe son sexe, peu importe son genre. C'est-à-dire que tous les êtres humains sont mes frères et mes sœurs. Même ceux qui me veulent du mal. Pour te dire à quel point, là-dessus, j'ai pas de Christique. Je suis christique, je suis pas rancunier. Bien sûr. Je suis pas habité par des passions tristes et j'ai pas la haine qui m'anime. Par contre, C'est bien de le préciser. non, je le dis sincèrement, et Dieu sait qu'on m'a fait du mal. Mais par contre, je dis que sur le terrain de l'égalité, en dignité, vous êtes tous mes frères, mais sur le terrain de la réflexion, de l'analyse, tout ne se vaut pas. Il y a des génies, il y a des cancres, il y a des médiocres, il y a des idiots, il y a des imbéciles. Et ça, c'est pas enlever l'humanité et le respect que je dois à l'imbécile. Mais dire qu'il ne réfléchit pas, dire que son cerveau est en off et que manifestement il a renoncé à la réflexion, c'est pas lui enlever son humanité, c'est pas lui enlever sa dignité. C'est juste dire, Poto, là, tu... Mais c'est des choses qui blessent énormément l'ego de certaines personnes. Et je pense sincèrement que si vous voulez garder une certaine... Ne voulez pas vous faire certains ennemis d'une certaine façon, abstenez-vous d'insulter les gens d'idiots, etc. Même si vous le pensez. Abstenez-vous. Abstenez-vous. Moi, je suis souvent dans les débats avec des personnes qui sortaient de ces choses, puis je continue à essayer de vraiment leur dire, mec, c'est faux. Mais tu vois, il continue. Moi, des fois, j'avais, comment dire, à l'époque, j'avais instauré une technique de débat. C'est quoi? C'est que quand je débattais, je faisais ça comme des rounds. C'est-à-dire, à chaque round, je mettais des points. Et chaque fois que je constatais que mon argument était meilleur que celui de l'autre, je disais 1-0, 2-0, 3. Et des fois, je me retrouvais à débattre avec des personnes qui étaient à 8-0, c'est-à-dire 7-0. Et la personne même, et je le disais autrement, hein, 7-0, c'est-à-dire 7 arguments que moi qui dépassent les tiens. Mais vous arrivez à jouer avec quelqu'un qui réussit à dire au final, ah mais non, ce que je pense c'est vrai. Bon, bref, quand vous avez ce type de personnes, ça sert à rien de dire que c'est un con, etc. Non, parce que déjà, c'est pas un con, c'est juste qu'en fait, les informations qu'il a ne sont pas vraies. C'est pas quelqu'un qui est con, parce que la situation peut changer, ou c'est pas quelqu'un qui est définitivement con. Mais ne le dites pas, mais vraiment ne le dites pas, ne blessez, parce qu'en fait, c'est les choses qui blessent l'ego, c'est-à-dire ça blesse tellement que ça peut... Je ne dis pas qu'on doit avoir peur de le dire, non, mais ce que je dis c'est ne le faites pas pour le respect de l'autre. En fait, si vous aimez la personne, ne le dites pas, ou en fait, ne le faites pas remarquer comme ça.
Faites un truc, faites en fait, par exemple, pousser la personne à aller vers vos sources que vous estimez être vraies. Et au final, peut-être s'il il admet en fait qu'il a fait une erreur, ok. Mais n'exposez jamais comme Beko Tabla vient de le dire, ouais, t'es con, non, non, non. Encore qu'il ne l'a pas fait en spécifiant que tel. Mais ne le faites pas comme ça. Si vous voulez le faire, ne le faites pas comme ça. Pensez-le. Vous êtes libre de le penser. Mais vous êtes libre aussi de. Vous êtes, comment on dit, obligé de respecter les gens pour ceux qui sont. Donc, ne balancez pas des choses juste pour balancer. Tu réfléchis pas. Ma soeur, là, tu réfléchis pas. C'est comme quand tu dis, par exemple, que il ou elle a un corps famélique. Tu regardes qu'il ne va pas à la salle de sport pour entretenir son corps. C'est pas l'injurier. C'est faire une constatation physique que il ou elle ne s'entretient pas physiquement. C'est pas une injure. Non. Dresser un constat, c'est pas injurier. Par contre, quand tu viens et que tu rabaisses l'autre, que tu l'humilies et que tu veux le renvoyer en dehors de l'humanité, le mettre plus bactère, là, je suis contre. Mais précisément, est-ce que notre époque ne nous éloigne pas ou limite rend impossible cette démarche de transmission par parfois le reproche constructif, dans la mesure où tous, par exemple, si tu reproches à une tierce personne de manquer de réflexion, de faire preuve d'imbécilité, plutôt que d'y voir le caractère objectif, de réaliser que peut-être elle va s'inspirer des ouvrages que tu vas lui recommander, elle va répondre en fonction de son émotion. C'est-à-dire que la culture de l'émotivité enferme celui qui subit. Mais c'est pour ça que pour moi, il y a un timing. Je m'explique. Moi, j'ai des détenus qui ont pris des grosses peines, que je côtoie régulièrement, que j'accompagne en tant qu'avocat. Et j'ai des détenus qui, parfois, me disent, maître, conseillez-moi un livre. Et moi, à chaque fois, la question que je pose, c'est, est-ce que tu veux un livre pour faire genre t'as pris un livre? Est-ce que tu veux un livre parce que tu es vraiment prêt à lire? Et là, je vois en fonction de la réaction si je conseille un livre ou pas. Ou si j'offre un livre ou pas. Parce que, par moment, l'individu n'est pas prêt. Et lui offrir quelque chose, c'est pas forcément nécessaire à ce moment-là. Et parfois même, lui dire qu'il n'est pas prêt, ça va stimuler une certaine réaction d'orgueil. Ah, il dit que je suis pas prêt? Attends, il va voir que moi je suis pas prêt. Ouais, ça c'est vrai. Là, il manifeste un réel désir en disant, mec, je suis prêt. Qu'est-ce que vous me conseillez comme livre? Vous êtes sûr de vous? Vous êtes sûr de vous? Vous voulez sortir de l'ignorance, de la bêtise ambiante dans laquelle vous avez grandi? Vous voulez vraiment travailler? Ok, parce qu'on va faire ça. Et avec la volonté de l'autre, la curiosité de l'autre, on peut produire de la réflexion. On peut avoir un dialogue. Même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Mais au moins, il y a un effort commun, au moins, il y a une réflexion commune sur des notions. Et je vais vous donner un exemple. Moi, j'avais un client qui était pour la peine de mort. Et un client, on discutait régulièrement parce que, en fait, son frère a été abattu. Et moi, je représentais sa famille. Et à un moment donné, il me dit, maître, la peine de mort, c'est mieux parce que là, moi, je peux pas accepter le fait que celui qui a tué mon frère, il va être enfermé avec l'argent de nos impôts, il va avoir droit à un traitement, il va avoir droit à la PlayStation dans sa cellule. Et moi, je lui ai expliqué que la peine de mort, c'est un débat qui est intéressant, il faut avoir des arguments. Son seul argument, c'était juste venger son frère. Et je lui disais que, en réalité, moi, je suis contre la peine de mort parce que j'estime que tu ne peux pas rendre œil pour œil, dent pour dent et avoir le sentiment d'être au-dessus en termes de réflexion. Si tu veux être au-dessus en termes de réflexion, tu dois prendre en considération le fait que le choix d'avoir ôté la vie de ce monsieur, c'est sa responsabilité. Nous, en tant que collectivité, on met la vie au-dessus de tout. Donc même pour un meurtrier, un assassin, on va lui faire la démonstration de notre supériorité morale, en l'épargnant, en l'incarcérant dans des conditions dignes, en lui faisant prendre conscience que sa vie a de la valeur, mais que malheureusement, il est mis au banc de la société. Et c'est comme ça qu'on fait prendre conscience aux gens un certain nombre de choses. C'est un point de vue qui se défend. Mais bien sûr. Bon, j'aborderai le sujet par deux volets. Je sais pas si t'as fini. Non, j'ai juste terminé 30 secondes. Moi, je veux pas que les gens pensent comme moi. Je veux que les gens soient en capacité d'avoir des arguments à faire valoir. Comme ça, on a un dialogue. Moi, personnellement, je suis pour. Pourquoi? Je vais expliquer. Mais ça concerne certains types de personnes. Ça concerne certains types de personnes qui pillent les ressources de millions de personnes. Très souvent, c'est les politiciens qui pillent au détriment de millions de personnes qui derrière vont mourir. Et pour moi, je suis pour la peine de mort dans ce cas-là, dans le sens où ça doit frustrer tous ceux qui doivent passer par le même chemin à ne plus jamais songer à comment dire, à faire des actes ou comment dire, voilà, à faire des actes qui vont dans le même sens que leurs prédécesseurs, qui vont passer, qui vont passer peut-être par la peine de mort, comme je disais, mais vraiment, moi, je suis pour ça, pour ce type de personnes-là, c'est-à-dire qu'on leur enlève leur immunité et qu'ils goûtent au moins à la peur de passer à la chaise électrique. Ça me rappelle Prison Break avec Scofield. Mais oui, pour ce type de personnes-là, je suis... c'est peut-être barbare, oui. Je comprends que c'est peut-être barbare. Vraiment, je comprends que c'est barbare, mais on doit le faire de la façon la plus barbare possible. Parce que ces personnes-là, comment dire, posent des actes barbares dont ils n'ont même pas, leur heuristique ne leur permettent même pas de savoir que ils ont posé ce type d'acte. Vous dites, quand vous voulez peut-être 5000 milliards de personnes et que de l'autre côté, il y a plein de personnes qui meurent
parce qu'ils n'ont pas assez à un certain type de connaissances. Voilà, c'est-à-dire, prenons un cas très simple. Quelqu'un, juste parce qu'il n'est pas allé à l'école, boit peut-être du pétrole. Il meurt. Tout, tout bête comme ça. Juste parce qu'il n'est pas allé à l'école. Alors que normalement, dans sa localité, il y avait un fonds qui avait été à l'eau, qui était détourné pour que tous les enfants soient scolarisés là-bas. Vous voulez que... parce que ce type d'acte-là a des répercussions énormes. Mais énormes. C'est-à-dire des routes qui sont mal faites, des accidents de la route, des familles qui pleurent. Donc, pour moi, on doit terroriser ce groupe de personnes-là pour qu'ils n'aient même plus l'idée. Mais vraiment l'idée. Donc, moi, je suis contre. Totalement contre. Totalement contre. Là, totalement contre. Mais vraiment spécifique à ce type de personnes-là. Parce que c'est les personnes qui bénéficient en plus d'une immunité. Donc, pour moi, le but, c'est vraiment de terroriser. Pas forcément de tuer, mais c'est de le faire, mais de prendre un exemple sur ça. De dire, bon, on a pris une personne et on l'a... j'aime pas trop ça liquider. Bon, bref, vous avez compris. Il doit servir d'exemple. Et que tous ceux qui vont passer par la suite sauront qu'en fait, ça ne vaut même pas la peine d'essayer de passer par là. Bon, après, il y a peut-être d'autres méthodologies de le faire. Moi, je n'en connais pas. Moi, je parle de la méthode radicale qui me vient à l'esprit émotivement parlant, quoi. Dialogue. Et du coup, pour finir l'anecdote, il y a pas mal de discussions que j'ai eues avec ce détenu, avec ce client. Et lui, aujourd'hui, même s'il reste camponné à cette logique de moi, je veux que l'assaillant soit tué, là, il est plus de réflexion. Il vient avec des arguments un peu plus forts. Et il sort du chagrin que le sien pour avoir une argumentation beaucoup plus solide, en disant que ça coûte trop d'argent pour faire des économies. Donc, du coup, quand on a des personnes qui sont tuées, hop, on a de l'argent utilisé pour faire autre chose. Là, on est dans des logiques beaucoup plus structurées, beaucoup moins émotionnelles, comme tu dis. Et ça prend du temps parce qu'on ne peut pas avoir une réflexion si on ne prend pas le temps de la structurer, de la construire avec la lecture, avec l'échange, avec le dialogue. C'est impossible. Je reprends ma question, je la soumets. Ne pensez-vous pas que la culture de l'émotion qui consiste à juger le monde sur l'autel de nos sentiments n'est pas un frein à notre émancipation, notamment intellectuelle? Il est évident que nous vivons une époque de susceptibilité, à outrance. Néanmoins, deux choses. La première, c'est déjà que nous devons aborder, nous devons questionner notre crédibilité, notre légitimité à interpeller quelqu'un, un frère, une sœur, etc. Questionnons-nous d'abord, est-ce que nous sommes légitimes? Est-ce que, si je lui parle de livres, de littérature, est-ce que j'en ai lu moi-même? Est-ce que je peux lui apporter 2-3 arguments convaincants, persuasifs, pour l'emmener, le convertir finalement à la lecture? Et ça vaut pour tous les domaines d'ailleurs. Et ensuite, la méthode. De quelle manière je l'aborde? Est-ce que je le prends de haut? Est-ce que je le dénigre? De quelle manière? Je pense que la manière y est pour beaucoup, effectivement. Après, on peut être parfois violent, parfois un peu plus timoré, parfois un peu plus doux. Mais en tout cas, usons des deux, questionnons la légitimité, et ensuite, voyons les méthodes et les moyens. Très bien, merci. Moi, c'est ma question que je te retourne, ça veut dire que tu associes l'émotivité notamment à la communauté afrodescendante? Non, j'associe l'époque actuelle, compte tenu des médias, compte tenu de la victimisation à outrance que l'on voit au quatre coins du monde, où chacun pense que dénoncer, c'est agir, et la communauté afro qui, sur ce terrain-là, en reprenant le propos de Senghor, l'émotion est nègre, même si c'est l'émotion est populaire, j'estime que la communauté afro, une grande partie d'entre elles, est prisonnière de son émotivité. Personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait d'associer une posture victimaire à la communauté afrodescendante. Alors je répète, j'ai dit tout le monde est victimaire, oui, y compris la communauté. Y compris, voilà. J'ai bien compris la subtilité. En tout cas, moi, j'insiste sur ce point-là. Je ne suis pas vraiment d'accord, tant bien même... je ne suis pas d'accord parce que je prends pour exemple les cas de racisme. Il y a une chercheuse qui s'appelle Rachida Brahim qui a travaillé sur les cas de racisme et sur justement toutes ces doctrines de victimisation qu'on prête souvent aux communautés non blanches. Et en fait, elle se rend compte que dans les micro-agressions et les injures, par exemple, ou les violences verbales qui peuvent subir les personnes non blanches, la première réaction d'une personne qui subit ça, c'est de la nier. C'est absolument pas de le dénoncer. Et justement, le fait de le dénoncer, c'est quelque chose qui apparaît en dernier recours. Pour moi, ça, c'est déjà un des arguments qui fait qu'on ne s'inscrit pas dans cette victimisation. Tant bien même on le fait. Pour être sûr qu'on nous comprenne bien, quelle est la définition que tu as associée au mot victimisation, s'il te plaît? Victimisation, c'est de cristalliser en fait le fait que toutes les revendications des populations non blanches par rapport aux violences qu'elles subissent. Je n'ai pas parlé de victimisation raciale, j'ai dit le concept même de victimisation. Mais alors toi, qu'est-ce que tu veux dire par le concept même de victimisation? Moi, ça va être très simple. La victimisation, c'est le fait d'être victime, quelle que soit victime sociale, victime physique, victime économique, et d'attendre que ce soit autrui qui nous sorte de ton état de victime, plutôt que de soi-même participer à sa reconquête. C'est ça pour moi la victimisation. Donc quand tu parles, pour prendre l'exemple de l'agression raciste, des micro-agressions au travail, on t'insulte, ça le nègre. Pour moi, c'est la personne qui se victimise, c'est celle qui va se contenter de dénoncer et attendre que de l'extérieur, les choses soient faites. Tandis que la personne qui ne se victimise pas, elle aura le verbe, elle va faire preuve d'ironie, de sarcasme, en tout cas elle va réagir de manière à faire comprendre à l'autre qui n'est pas son paillasson. Et notre communauté, je répète, nous n'avons pas le monopole de la victimisation, mais il se trouve que notre communauté est moins armée pour y faire face, et on la complète dans cette posture victimaire, faute justement de cette exigence d'excellence, et notre communauté croit qu'il suffit de dénoncer pour agir. Le meilleur exemple, c'est Black Lives Matter. On sort dans la rue, Black Lives Matter, dès lors qu'un policier met un pistolet sur la tempe d'un frère. Par contre, quand il s'agit de nous autres, on s'entretue, il n'y a plus personne. Donc c'est ça, pour moi, l'un des effets pervers de la victimisation, c'est racial en l'occurrence, c'est qu'on pointe du doigt les mauvaises actions venant de cru, mais entre nous,
Là, on se détourne, là, il n'y a plus de réaction. Donc il y a une double effet pervers de la victimisation. Donc, je te cède la parole maintenant. Après, il y a aussi une rémunération à la victimisation. C'est-à-dire qu'il y a des subventions. Tu parles de Black Lives Matter, mais ils ont été financés. Le fait que des Noirs se plaignent du racisme et se plaignent des violences policières leur a permis de gagner de l'argent, de dégager de l'argent, des sommes astronomiques. Donc il y a une rémunération à la pleurniche. Après, il y a une Rémunération à la pleurniche. C'est ouf ça. Ça les flatte d'avoir des femmes et des hommes qui viennent leur quémander respect, considération et amour. Parce que beaucoup d'hommes noirs, de femmes noires demandent l'amour des Occidentaux. Moi, je ne suis pas dans un rapport d'amour, je suis dans un rapport de respect. Et le respect s'impose par ta compétence. Moi, je pense que beaucoup ont compris qu'il fallait se prendre en main, s'organiser, il faut les saluer, il faut leur rendre hommage. Mais beaucoup n'ont pas encore compris que aller faire une manifestation pour rentrer dans une boîte de nuit ou faire du boucan parce qu'on a été éconduit d'une boîte d'intérim pour des raisons raciales, ça c'est malheureusement vecteur d'une faiblesse et vecteur d'une incompréhension des enjeux. En fait, le patron qui manifeste du racisme à ton endroit, c'est pas parce que tu vas le dénoncer qu'il va avoir de la considération pour toi. Bien sûr. Comme ça que ça se passe, il n'en a pas, il n'en a pas. Et c'est pas une condamnation en justice qui fait qu'il va avoir de la considération. Prenez l'exemple d'Éric Zemmour, il a été condamné. Vous avez le sentiment qu'il est plus respectueux à l'endroit des Arabes et des Noirs? Vous avez le sentiment qu'il est plus respectueux à l'endroit des musulmans, malgré les condamnations? Ça serait si une condamnation ça change quelqu'un. Je suis bien passé pour savoir, je suis avocat. Régulièrement, j'ai en face de moi des gens qui sont condamnés, ça change rien. Le seul moyen de changer une personne, c'est la bonne foi en fond d'elle. Quand on a une bonne foi et quand on a de l'humilité, là, à ce moment, il peut y avoir un changement. Parce qu'on peut avoir un dialogue, parce qu'on peut avoir une réflexion et on peut avoir un pas qui est fait l'un envers l'autre. Mais quand il n'y a pas tout ça, c'est pas possible. Mais c'est confortable, tu me dis mon raisonnement. C'est confortable la victimisation. Pour des raisons financières et pour des raisons intellectuelles. Ça ne demande pas d'effort. C'est ça. Parce que quand il faut lire, c'est des heures, c'est de l'argent, c'est du temps, c'est de la solitude. C'est un travail qui se fait à l'abri des regards indiscrets, en catimini. Et beaucoup n'ont pas envie de ça. Par contre, venir, crier, gueuler, ah oui, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça. Moi, si un jour, je prends le temps de raconter les agressions verbales, les vexations que j'ai eues tout au long de mon parcours, j'ai 35 piges, en tant que noir en France, Rasta, Loxé, mais c'est pas possible. On peut faire 20 émissions. Mur de lamentation. Mur de lamentation. Et je vous dis en toute franchise, je pense que je préfère me suicider que faire chose pareille. Boire de la ciguë, sans même un verre de ciguë, je bois, je meurs, en vrai tout pas, que me retrouver à pleurer, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça, c'est possible. D'accord. Dans un angle plus pragmatique, la victimisation, c'est le mal. Là, nous l'avons diagnostiqué. En remède, moi, On l'a pas partagé de point de vue. On l'a diagnostiqué. je le diagnostique en tout cas, et pour la plupart d'entre nous. C'est bien qu'on ait des désaccords. Oui, C'est tant bien. mieux, tant mieux. Différentes C'est sensibilités. propre du débat. Les remèdes. Déjà, il faut se doper. Se doper de connaissances et de conscience armée. Parce que, encore une fois, je vais le citer parce que l'émission tourne autour de lui, Charles Tadia, pas fait. Et ouvrir surtout notre panthéon pour présenter aux Africains, aux nôtres en tout cas, leurs modèles, leurs symboles, leurs figures historiques, pour qu'ils aient la possibilité de s'identifier. Et de dire, je ne suis pas un peuple faible, je suis un peuple combatif, capable de s'armer, capable sur le terrain scientifique, sur le terrain militaire, sur le terrain culturel, de m'imposer et de ne pas me faire marcher dessus. Moi, je questionne vraiment comme si vous étiez dans ce monde et comme si on évoluait en Belgique ou en France ensemble actuellement. Dans la mesure où, personnellement, en 2020, j'ai déboulonné la statue de Léopold II dans mon université. Je l'ai fait à travers une pétition qui a été relayée par énormément de personnes et j'ai absolument pas de regrets par rapport à ça. Et certaines personnes m'ont associé justement à tout ce mouvement victimaire et moi je me désolidarise un peu de vos propos dans cette mesure-là. Je suis très fière d'avoir fait ce que j'ai fait. Et l'une des sources justement de cette fierté, c'est le retour des gens que j'ai eu, dans le sens que pour eux, ça les a fait du bien, même sur le plan symbolique, de circuler dans un espace public où on n'allait pas voir un génocidaire littéralement magnifié qui représente justement le massacre de leurs ancêtres. Pour moi, c'est une action qui a totalement du sens. Et ce que je reproche à vos propos, je termine s'il te plaît. Juste une nuance, petite nuance, là il y a une méprise. On ne t'a pas reproché par exemple d'avoir déboulonné, on dit juste que celui qui est dans la posture victimaire n'agit pas. Or là tu as agi. Oui, mais à travers quelle base, justement, en mettant en évidence justement la conception de mon identité, dans le sens que je suis belge et je suis aussi rwandaise en même temps. Oui, j'ai agi, voilà. Mais justement, c'est cette idée de quémander, justement, j'essaie de reprendre les propos qui ont été dits, cette idée de quémander justement le fait d'être respecté dans le monde de l'oppresseur. Et c'est en ça que moi, je reconnais un peu cette pensée un peu victimaire, et à travers cette action, justement, je mets un peu l'écart par rapport à ce qui a été dit. Mais là tu l'as pas quémandé, tu l'as imposé, parce que tu as déboulonné, tu n'es pas juste venu en bas de la statue, enlever la statue, tu l'as fait quoi? Oui, mais il y a d'autres personnes justement aussi qui vont devant les statues, qui disent enlever la statue en criant, et je pense qu'eux aussi ils ont raison d'exister. Et c'est ce que je reproche à ce qui est dit ici. On valorise certaines actions et pas d'autres, comme si justement le démantèlement d'un système ne pouvait pas se faire à travers toutes les portes d'entrée. Toutes les portes d'entrée sont intéressantes, quand bien même ça fait avancer la cause, même si c'est un petit pas, ça vaut le coup. C'est ce que je veux vraiment défendre dans mon idée. Moi, mon propos est le suivant. Libres sont les frères et les sœurs qui veulent démonter, déboulonner des statues. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et rebaptiser des rues. Ils veulent rebaptiser des rues, ils ont le droit, ça c'est leur liberté la plus absolue. Je n'ai rien à redire là-dessus. Ce que je dis, ce que je dénonce, c'est les frères et les sœurs qui vont dénoncer des faits de racisme qu'ils ont pu vivre et qu'ils ont vécu dans leur chair, dans leur sang,
sans être force de proposition, sans être force d'action. Moi, ce qui me dérange, c'est pas le fait que tu dises j'ai été victime de racisme parce que ce physio à l'entrée de la boîte de nuit m'a conduit. C'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que tu crées pas ta propre boîte de nuit. Mais dénoncer, c'est déjà une Mais chacun- action. non, non, il y en a, c'est un sport. Ça intéresse. Des subventions. Attends, dénoncer, c'est une action. Ça demande du courage. Qui est heureux de dire j'ai été victime de racisme et c'est trop chouette? Ça- C'est difficile. Pour moi, le courage, il n'est pas là. Mais après, chacun le met où il veut. Mais il y en a, ils ont fait carrière pendant 20 ans, 30 ans en France. Ils ont dénoncé beaucoup de choses. Quand tu fais le bilan de ce qu'ils ont créé en termes d'institutions, en termes d'héritage, pour pas que ça soit acceptable. Donc chacun fait son sport. Attends, peut-être qu'elle a un exemple rencontré. Est-ce que tu es une personne qui a dénoncé et dont la dénonciation a eu un effet positif en termes d'action, en termes d'amélioration? Je pense Attends, que- attends. Mais je pense que, par exemple, il y a plein de médias, par exemple, belges, parfois, qui relatent dans différents secteurs de métiers des personnes qui sont victimes de racisme, que ce soit dans le monde de la cuisine, dans le monde académique, dans le système scolaire. Pour moi, ce sont des témoignages qui ont raison d'exister, parce Alors, qu'elles je permettent reformule ma justement de montrer l'infiltration du système et de montrer que la matérialité et la réalité justement du racisme, elle se déploie à tous les endroits. Pour moi, ce sont des Ce que témoignages qui j'entends, valent est-ce que- vraiment pardon de le t'entendre. détour. Moi, je veux, est-ce que tu as l'exemple d'une personne issue de la communauté afro qui s'est livrée à la dénonciation et dont la dénonciation a eu un effet positif en termes d'action, en termes de réussite, en termes d'émancipation? Mais le problème, c'est que dans la question que tu dis, c'est que est-ce qu'on peut citer peut-être les personnes justement qui bâtissent leur carrière sur ce que vous dites, le fait de dénoncer à chaque fois du racisme et de rien faire d'autre? Bah, SOS Racisme. Il y a une personne SOS Racisme. Est-ce que ce racisme, ça a été un fonds de commerce en France? C'est encore un fonds de commerce aujourd'hui où on a des femmes et des hommes qui, sur différents plateaux, viennent dénoncer le racisme qui existe dans certains lieux de pouvoir en France. Mais quand tu regardes SOS Racisme, qu'est-ce qu'ils ont créé pour permettre aux Maghrébins et aux Noirs qui disent représenter pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'ils ont mis comme outil institutionnel? Qu'est-ce qu'ils ont créé comme école, comme centre de formation, comme média pour permettre aux personnes qui sont victimes de l'invisibilisation qui dénoncent de plus en être? Mais pour moi, je Ce que pense j'entends dans le Non, propos de Marie. non, mais en fait, ce que là, j'entends on dans rentre dans le son vif du sujet. Oui. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont dénoncé le racisme vécu par les Arabes et les Noirs pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, touche pas à mon pote. Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont mis en place en termes d'institutions pour améliorer la vie des Arabes et des Noirs? Ce que j'entends dans le propos de Marie. Bon, là, il faut faire des recherches. Parce que faut pas juste l'écouter en disant ouais, ce qu'il pense, ce qu'il dit, ouais, non. Il faut faire des recherches. Peut-être qu'ils en ont fait. Même plusieurs. Et que moi, personnellement, je n'ai pas de. Je ne peux pas vous dire allez fouiller là, vous allez trouver ceci, cela. Mais je n'exclus pas qu'il y a peut-être quelque chose, des actions qui ont été mises en place, quoi. C'est la pluralité dans la lutte et les différentes étapes, le processus. Parce qu'en fait, Un groupe de personnes. si ça n'a pas été fait, c'est extrêmement grave dans le sens où en fait c'est des personnes qui agissent non seulement juste sur le fait de l'émotion, mais en plus de ça, j'ai entendu le volet qui prennent de l'argent derrière. Ce qui très souvent est le cas, dans le sens où les manifestations, ça bénéficie à certains types de personnes. Et donc on les finance pour faire tourner certaines roues. Donc surtout si c'est ça, c'est vraiment à la limite désespérant. Dont la force se limitera et s'arrêtera uniquement à la dénonciation. Et c'est déjà très bien dans une lutte. En quoi c'est bien? Ensuite, Quand tu poses la question en quoi dénoncer alors, c'est bien? dénoncer, moi je crois fortement en la capacité de faire avancer les mentalités. En dénonçant des choses, déjà on les expose sur la place publique, Est-ce on que fait tu as un prendre exemple? conscience. Tu as un exemple, s'il te plaît? Oui, commençons déjà par le racisme. Le racisme, la présence, tiens, parlons de l'influence de la France. On a du mal avec les exemples aujourd'hui. Moi, je veux un exemple. J'essaie de t'en trouver un. J'essaie de t'en trouver un. Bien sûr que j'essaie d'en trouver un. Tu n'en avais pas un exemple? La présence de l'Afrique, la présence de la France en Afrique, par exemple. Là Elle a été la présence de la France en Afrique. Ok. Il a fallu que des gens montent au créneau puissent dénoncer cette volonté néocolonialiste de la France, notamment en Afrique, pour que des mouvements commencent à se manifester. Et nous le voyons notamment à travers l'émergence des États de l'AES. Déjà une prise de conscience et un passage à l'action. Donc ils ont écouté leurs prédécesseurs, qui ont dénoncé, qui n'ont pas forcément été dans l'action. C'est le cas, d'ailleurs, c'est le cas aussi de certains auteurs, qui vont, eux, s'arrêter uniquement à l'écriture, qui ne passeront pas à l'action. Pour autant, certains auteurs, certains écrivains, nous ont éveillé notre conscience. À un certain moment, ils ont fait leur part, ils se sont arrêtés là où ils ont pu, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et ensuite, aux acteurs d'agir, aux penseurs de penser, et ainsi de suite. Donc moi, je crois plutôt en la pluralité de lutte, et je pense, et j'en suis la preuve, moi j'ai énormément avancé, non pas parce que j'ai été un militant sur le terrain, mais parce que j'ai lu, parce que j'ai entendu, parce que je me suis inspiré de personnalités, de figures qui m'ont équipé et qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. D'accord, donc tu as le sentiment, vous avez le sentiment, je m'adresse à vous deux, que par exemple en France, SOS Racisme a vu le jour en 1982, nous sommes en 2024, donc tu as le sentiment qu'en l'espace d'à peu près 40 ans, 42 ans, le racisme a reculé en France? Alors, je suis moins équipé pour te répondre sur l'action d'SOS Racisme. Pour autant, c'est pas un terrain sur lequel... Sur la saison du racisme, il y a une phrase que j'ai écoutée ce matin, qui m'a encore fait juste comprendre que bon, dans certains pays, vous vivez une certaine situation. Moi, je ne vais pas parler des situations que moi j'ai vécues personnellement en termes de racisme, parce que ça ne sert à rien. Vous savez, en Côte d'Ivoire, maintenant, il y a les élections qui approchent, c'est pour 2025. Il y a un candidat que moi, personnellement, je suis. Pas forcément que je suis pour lui, mais je le suis. Il a un parcours d'excellence.
etc. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui reflète la Black Excellence. C'est vraiment ça, hein. C'est-à-dire, on parle de vraiment quelqu'un qui est vraiment dans ça, quoi. Il s'appelle Tidjane Thiam, si je ne me trompe pas. Donc, banquier à Londres, en Angleterre, ensuite euh, en Suisse, donc des exploits financiers, etc. Premier au bac dans son pays, donc en Côte d'Ivoire. Ensuite, il vient en France, il fait plusieurs écoles, grandes écoles, école des mines, polytechnique, etc. Donc, c'est vraiment, on est vraiment sur la crème de la crème dans la crème. Et il disait dans une interview que je regardais aujourd'hui qu'en France, il y a un plafond de verre. Pourtant, il n'a pas travaillé en France. Il dit en fait que à la sortie de son école, ce qui se passe, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Donc, il doit avoir forcément beaucoup d'offres. Mais sauf que, à sa surprise, il n'y en a pas aussi qu'il le croyait, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment d'offres. C'est qu'il amène euh, en, en Angleterre, où il fait ses preuves, où il donne sa chance. C'est qu'il montre totalement comment dire, la différence de culture, de mentalité entre les les anglophones et les francophones. Mais totalement. Je m'exprime vraiment, d'accord. Je sais par exemple qu'il y a eu des lois qui ont notamment mis en avant les quotas, etc. Pour moi, ce sont des avancées, si maigres soient-elles, si faibles soient-elles, ce sont tout de même. Maintenant, je dis pas qu'il faut qu'on s'assoie, qu'on se pose, qu'on s'endorme, etc. Alors je reformule avant de basculer sur l'éventuel regard critique qu'on peut porter sur l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Ne pensez-vous pas que la culture de la dénonciation maintient celui qui s'y livre éloigné de la culture de l'excellence? Le temps que l'on passe à dénoncer, c'est le temps que l'on passe pas à exceller. Forcément. On a 24 heures dans une journée. Tu as 8 heures pour dormir, tu as 8 heures pour passer du temps avec les tiens, 8 heures pour travailler. Quand tu consacres du temps, d'énergie pour dénoncer, pour accuser, pointer du doigt tel employeur, telle boîte de nuit, tel restaurateur, parce que les anecdotes... Tel pays. C'est un temps en moins pour te structurer intellectuellement. C'est un temps en moins pour monter ta propre boîte. C'est un temps en moins pour t'organiser avec tes frères et sœurs et pour devenir une force de proposition, pour incarner ça. En fait, il faut choisir. Moi, pourquoi j'ai renoncé à la pleurniche? Parce que je préfère construire avec mes propres moyens et réfléchir à il y a un problème au niveau du restaurant, comment on peut monter un restaurant? Comme ça, on sera chez nous et il n'y aura pas de racisme. Parce que nous, on fera rentrer les blancs, les noirs, les arabes, les chinois, les homosexuels, tout le monde pourra rentrer chez nous. Donc, on va faire preuve d'humanité quand eux, ils n'ont pas d'humanité. Mais allez leur demander, s'il vous plaît, laissez-nous rentrer. Pourquoi vous ne nous avez pas laissé rentrer? On est bien habillés, on est des noirs. C'est ce qu'ils font ici en France, frérot. Tu te rends pas compte? C'est ce qu'ils font ici en France. Quand ils disent, oui, ce restaurateur est un raciste, tu voulais rentrer dans ce restaurant? Crée ton restaurant, prends un espace, travaille avec des frères et des Comme sœurs. si tu disais t'es triste, ben arrête, t'es en dépression, ben arrête. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vivent des violences et puis en réponse tu demandes des efforts super difficiles à mettre en place à l'instant T. Le fait de dénoncer, c'est justement, je dis bien, le fait de dénoncer, c'est important de mettre en avant le pouvoir de la parole. La parole, justement, ça permet justement de créer des coalitions à travers les personnes et ma justement soeur, de pouvoir si tu s'apaiser. veux aller devant le restaurant et te plaindre du restaurateur raciste qui t'a pas laissé rentrer, vas-y, va devant le restaurant, prends une pancarte, fais ce que t'as à faire. Moi, je fais un restaurant, j'ai le droit. Est-ce que tu considères que ça, c'est de la dénonciation? C'est de la maladie, frère. C'est de la santé mentale, pleine de ma mère, écoute-moi bien. Une femme, un homme devant un restaurant qui demande à rentrer, alors que c'est des enfants de péripatéticiennes à l'intérieur qui ne laissent pas rentrer, on est malade. Et t'as bien compris Crée ton que restaurant. c'était pas ça le propos. Hein. Mais c'est ça, moi, je parle de ça. Vous savez, ça me rappelle une vidéo que je regardais il y a de cela des années déjà. Non, la vidéo de... C'était une vidéo de comment il s'appelle déjà. J'oublie l'influenceur là en tête. Un influenceur e-commerce africain, béninois, qui arrive en France. Voilà. Là, il met un livre sur l'e-commerce, etc. Il s'appelle... Oh, j'oublie son nom. Il est tout le temps en Chine là. Tout le temps en Chine, il monte des appareils, etc. Il fait un très beau travail. Très, très, très beau travail même. Il a expliqué qu'en fait, en Chine, pour l'anecdote, il y a des restaurants où c'est écrit No black people here. Dinguerie. C'est-à-dire, vous arrivez devant un restaurant, c'est même pas on essaye de vous le dire, etc. Non, non. Carrément, c'est écrit No black people here. Bon, bref, moi, j'ai jamais essayé de surveiller, j'ai jamais fait des recherches dessus, mais peut-être, faites-en. Mais ça me fait beaucoup rire parce qu'en fait, je suis d'accord avec Maître Mbeko Taboula dans le sens où je vais jamais supplier quelqu'un à rentrer chez lui. Tu veux pas de moi chez toi. Ok. Bref, vous savez, dans le monde, il y a tellement d'endroits, tellement d'espaces à visiter, à découvrir, que se cloîtrer dans un espace pour supplier à quelqu'un d'entrer chez lui, c'est... En fait, quelqu'un qui fait ça n'a aucun ego
démesuré. Même l'ego basique, quoi. Moi, je suis quelqu'un, il y a beaucoup trop d'ego pour faire ce genre de choses. Mais beaucoup trop. Beaucoup trop pour faire ce type de choses. Mais beaucoup trop. Tu, tu ne veux pas de moi. Tu montres une façon que tu veux pas de moi, mais je ne veux pas de toi aussi, mais directement. Il n'y aura pas de... Surtout si c'est concret, ne t'attends pas à un revirement de situation où que je revienne. Bien sûr que non. Il y a tellement d'ego que moi, c'est impossible. Même si je suis obligé, je préfère garder mon honneur et de me retrouver à la rue. Limite, de me battre que de faire ça. C'est trop humiliant, quoi. C'est-à-dire, supplier, mais sur quelle planète? Limite, déjà que moi, euh, c'est mal à l'aise qu'on me donne, limite. Combien de fois quelqu'un va venir essayer de faire le chantage pour que j'entre chez lui. Mais qui... J'ai pas envie de dire que là, il se fait foutre, mais c'est un peu ça. Ça, moi, je me classe dans le rang de la victimisation. Je parle de dénonciation. La dénonciation, c'est pas la même chose du tout. Je dénonce et je l'inscris, comme je l'ai dit, dans un cadre pluriel. Où il y a des gens qui dénoncent et d'autres qui passent à l'action parce qu'ils ont écouté ceux qui ont... On parle ceux qui se contentent de dénoncer, c'est le champion. Ceux qui se contentent de dénoncer, je les distingue de ceux qui se victimisent, qui pleurnichent. Moi, je peux prendre Celui qui pleure, donc le cas de Mbekossi, c'est des gens qui viennent pleurer devant la boîte de nuit. Cela ne m'intéresse pas. Ils sont nombreux, chez nous, ils Certes, sont nombreux. certes. Pourquoi? En fait, le problème, avant d'aller plus loin, pourquoi on a autant de retard par rapport à d'autres communautés? Parce qu'ils sont nombreux, les gens comme ça chez nous. Parce que personne n'en parle comme on leur parle, en leur disant arrête de vouloir rentrer dans un restaurant où t'as quelqu'un qui ne t'aime pas pour ce que tu es. Crée ton propre espace. Entreprends, prends-toi en main. N'attends pas l'autre. Les injonctions. Moi, en fait, les injonctions, c'est quoi? C'est ne force pas l'amour. Je suis entièrement d'accord avec toi. Prends-toi en main, sois digne. Ce respect par tes Pense à initiatives. tout son ouverture, pense à Malcolm X, sois digne. Si à un moment donné t'es pas capable de faire ça, tu plains pas. Assume. La démarche qui m'intéresse, moi, c'est que je dénonce et j'agis ensuite. Dénonce si tu veux. Ah non, je dénonce et j'agis ensuite. Attends, dénoncer Parce ces que... gens, tu leur fais la pub en plus. Donc, et je te dis pas de quoi Sur l'anecdote du restaurant, Oui. c'est vrai qu'ils ont été pleins après, grâce à ces massacres. Ça fait une pub. Vous vous rendez compte? Parce qu'en fait, comment ils ont des logiques de mais non, il faut pas les brusquer, il faut pas pointer du doigt ce qu'ils font. Le fait que tu dénonces ces gens-là et tu remplis leur agenda pendant 6 mois, 1 an, au lieu de faire de la pub pour les tiens, fais la pub pour les autres. Parce que ce qu'on ne veut Ton pas, cerveau n'est pas branché. ce qu'on ne veut pas comprendre aussi, c'est que de l'autre côté, on ne voit pas la communauté Je africaine. m'énerve, je vais pas m'énerver, je vais faire une émission qui m'énerve. Ce que aussi on refuse de voir, c'est qu'à dénoncer, on s'interdit de se regarder dans une glace et de noter nos imperfections pour s'améliorer. L'exemple du restaurant est très parlant. Pourquoi? Parce que quand on tend le micro à celles et ceux qui ne veulent pas d'afro dans un restaurant, ils ne se contentent pas de dire je ne veux pas d'une couleur de peau plus foncée que la mienne. Ils te disent je ne veux pas de gens qui se comportent de telle ou telle façon, qui parlent de manière forte, donc ils pointent du doigt un comportement. Or, quand tu te contentes de dénoncer, tu ne te remets pas en question et tu ne te dis pas peut-être que, à titre individuel ou même collectif, je peux travailler sur certaines carences intellectuelles, comportementales, pas pour aller dans ce restaurant-là, mais pour constituer une force, une fierté et une initiative beaucoup plus porteuse. Et ce que je ne comprends pas, c'est le détachement que tu fais entre la première étape et la seconde. Mais ce qui a perdu du temps, la première étape, la dénonciation, c'est de l'énergie, c'est des manifestations, c'est de l'argent. Mais le traitement sur la création. Ok, de quelle manière, toi, tu peux être mis au courant, par exemple, de cet acte-là? Je suis pas au courant qu'il y a besoin de racisme. Alors je te prends l'information, ça m'intéresse pas. Je te prends un exemple. Attends, je Oui, Tiens, ce que je veux comprendre. parce que moi j'ai été contacté par ces gens. Ouais. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais bref. Moi je m'en fous de savoir qu'il y a un restaurant raciste. Si tu m'appelles, c'est qu'il y a un restaurant qui est tenu par des frères de la Guadeloupe, des frères de la Martinique, des frères du Comore, des sœurs d'Haïti. Vas-y, comment on peut travailler avec eux? M'appelle pas pour me raconter la négativité. Moi j'ai des gens de mon téléphone que j'ai bloqué parce que à part ta négativité, t'apportes rien. Parce qu'ils sont dans la dénonciation. Mais je m'en fous. Qu'est-ce que tu crées? Il nous manque d'espace de parole pour déposer ce qu'on Non mais pas avec moi. Tu veux faire un espace de parole avec Oui, nous. mais sors de ton nombril. Mais moi je Ça, parle c'est de ça, moi. peut-être que tu t'en Mais moi je suis pas dans le Peut-être Moi je apaise pense. ton cœur. Non, Si, non, par non, exemple, mon dans cœur le il a cas de apaisé. figure, Mon cœur tu il a n'as pas apaisé. besoin. Non, non, Si mon tu es cœur dans il a le cas de apaisé. figure où tu n'as pas besoin justement de créer ce restaurant, pardon, si tu vas dans ce restaurant et qu'on te dit non et que toi, ta manière de faire, c'est de ok, moi je vais créer mon propre restaurant, tout le monde n'a pas ces possibilités. En fait, moi je questionne vraiment la faisabilité de ce que tu racontes. C'est-à-dire que tu vis cet acte de raciste, eh ben, ta capacité d'agir pour certaines personnes, c'est que parler. Et ça aussi, il faut l'accepter. Mais moi, Si toi, T'as le quand droit tu as de cette capacité de pouvoir créer ton resto, bravo, mais pour d'autres personnes, ils te diront comment, avec quoi, Mais où. attends. Toi, tu as les outils. Et puis je ne peux pas reprocher aux autres. Non, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Non. Quand je dis qu'est-ce qu'elle raconte, c'est... Avec tout le respect possible, c'est... Non. C'est vraiment... Mais... Vous savez, comme je le disais, quand vous avez un ego, aussi minime qu'il soit, vous êtes énervé par la situation. Et à la minute qui suit, vous sortez de la pièce, vous sortez du restaurant. Parce qu'en fait, je ne comprends pas comment tu peux être à l'aise dans un endroit où on ne te veut pas. Où tu t'es... Il faut s'imposer par le respect et non s'imposer par... Comment dire? Pas les pleurnichards ou pas... Il faut vraiment s'imposer dans le respect. Et dites-vous par exemple que... ces mêmes gens-là, s'ils avaient peut-être des Samuel Eto'o, peut-être qu'ils seraient rentrés dans le restaurant. Ah là, je pense que oui. En fait, ils entrent pour le restaurant. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément parce qu'ils sont noirs
Alors là, pas du tout. C'est juste que c'est des noirs incognito au bataillon. C'est surtout ça. Parce que je reprends vraiment l'exemple de Samuel Eto'o, ou d'une autre personne qui inspire le respect. C'est... Vous savez, on ne traite pas tout le monde de la même façon. Hein. Mais vraiment pas. En tout cas, il faut être très ignorant de le croire. On ne traite pas tout le monde de la même façon. Tout le monde n'a pas les mêmes privilèges. Certaines personnes qui ont, par leur travail, etc., ou d'autres même par le simple fait d'être nés, ont un certain privilège que d'autres n'ont pas. Et donc, il y aura peut-être il y a d'autres noirs sur Terre qui existent qui dans la même situation sera entré dans le restaurant. J'en suis sûr. C'est juste qu'en fait, tu n'as pas assez de pouvoir et bref, construis ton empire, ton pouvoir et le respect viendra avec quoi. C'est simple et tu pourras entrer, tu pourras défoncer toutes les portes. Mais quand je dis toutes les portes, c'est vraiment toutes les portes. Je vais dire ce que je leur reproche. Au travers de cette dénonciation, cette réaction qui est purement émotive, qu'est-ce que ces gens ont procuré? Qu'est-ce que ces gens ont créé? Ils ont créé de la publicité gratuite pour ce restaurant qui a été blindé. Voilà. Donc déjà, ils ont enrichi encore ces gens, de par leur dénonciation, de par leur pleurnicherie, et ils ont renvoyé l'image de l'autre d'une faiblesse. C'est quand tu dénonces, tu es dans une faiblesse. Donc moi, personnellement, faire la concurrence pour des enfants de péripatéticienne, ça me dérange. Et renvoyer une image de faiblesse, c'est pas ce que je veux. Donc chacun fait ce qu'il veut. Donc moi, je suis comme une liste. Ce que je dis, c'est que demain, s'il y a un frère et une sœur qui étaient conduits à l'entrée d'un restaurant pour des raisons raciales, je dis, ma sœur, au lieu de te plaindre, il y a d'autres restaurants, tu vas rentrer, on va t'accueillir à bras ouverts. Va là-bas. Et fais leur pub à eux. Voilà ce que je dis. T'as pas les mêmes montants restaurant, c'est pas grave. Il y a des restaurants, on va t'accueillir à bras ouverts. Vas-y. Au lieu de faire de la pub pour des restaurants tenus par des racistes, et après, te rends compte que finalement, ça marche pas. Que toi, t'as pas sorti ta misère pour autant. Au contraire, t'enrichis tes bourreaux, et finalement, tu te rends compte que ta pleurniche, elle apporte quoi? Est-ce qu'on Je comprends ce que tu dis. On se laisse bien, mais vous êtes des malades mentaux. Quelle importance, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais quelle importance tu accordes à un livre qui serait par exemple écrit par Hamzat Moukari Abara qui dénoncerait la France-Afrique? Quelle importance tu accordes? Mais non, mais en fait, Hamzat, c'est pas que de la dénonciation, c'est de la prise de conscience, c'est de l'explication, c'est des outils de compréhension du réel. Il est pas dans la dénonciation, c'est beaucoup plus fort que la dénonciation. Pour autant, C'est une construction il est bien d'une sur les œuvre. Hamzat, c'est la construction d'une œuvre Oui. qui te permet de comprendre le réel, les mécanismes et la réalité des rapports de force. Et tu l'inscris dans le C'est cadre. beaucoup plus que la Et dénonciation. tu l'inscris dans le cadre de l'action, de la création, Mais bien sûr, de la bien sûr, boîte de c'est nuit, créatrice. ou plutôt dans la pensée, dans le choc d'idées, Mais dans non, l'éveil c'est une pensée de conscience. Mais non, c'est une pensée créatrice qui permet aux femmes et aux hommes, après cette lecture, d'avoir des outils de compréhension des enjeux. Alors, en tout cas, c'est sur ce terrain-là que moi je mettrais. Attends, je clarifie. Quand je parle de l'éveil de conscience, Je clarifie pour que tout le monde y voit, si je puis dire, plus clair. Quand on fustige, ou qu'on blâme celles et ceux qui se livrent à la dénonciation, c'est celles et ceux qui sont enfermés dans un discours purement moralisateur. Bien, mal, succès, gentil, pas gentil. Tandis que pour l'exemple d'Hamzat, dans son ouvrage L'Empire qui ne veut pas mourir, bon, il y a une dimension moralisatrice, mais il y a surtout une dimension intellectuelle. Vrai et faux. C'est ce que nous dit Cheikh Anta Diop, armez-vous de connaissances. Il n'a pas dit armez-vous de morale. Ne dites pas du fort, oh, il est méchant, ça ne changera rien. Étudiez sa force. Devenez fort vous-même. C'est ça dont il est question. je pense que là-dessus on est d'accord. Mais pour autant, il faut avoir diagnostiqué, Ouais. il faut avoir en amont diagnostiqué sa méchanceté. Il faut l'avoir diagnostiqué. Et pour l'avoir diagnostiqué, il faut qu'elle ait été dénoncée par quelqu'un. Il faut qu'elle soit En établie. gros, ce que toi tu appelles méchanceté, moi j'appelle ça force. Voilà, pour Non, résumer. c'est je Pour la comprends faire courte. C'est le mot méchanceté que tu as employé, mais je te reprends. Pour la faire courte. Là où beaucoup se focalisent sur il est méchant, moi, on encourage, avec des cours, on encourage aux uns et aux autres de dire ok, il est méchant, peut-être. Mais d'abord, si sa méchanceté t'atteint, c'est parce qu'il fait preuve de force. Ok. Donc comment faire pour toi sortir Tu t'armes, tu t'équipes. Voilà. Le tigre ne crie pas sa tigritude. Il bondit. C'est un classique. Mais tu évoquais cette idée de. Oui, juste de tenter d'arrêter d'annuler l'empathie. C'est-à-dire que quand il y a ce genre d'acte, c'est violent. C'est violent. Ok. Ça crée des traumatismes. Qu'est-ce qui est Ça violent? peut paralyser. Qu'est-ce qui est violent? Que ce soit les micro-agressions qu'on est en train de mettre en avant ici. Le Le fait- fait d'être conduit par un restaurateur raciste est violent. Oui, bien sûr, c'est pour ça. Mais je dis pas le C'est contraire. un système violent. Ok. Et si ça paralyse la personne, et si sa capacité d'agir, c'est juste de dénoncer, ça aussi, il faut l'accepter C'est et contre-productif, l'accueillir. tu fais de la pub pour les bourreaux. Donc on peut dire que c'est contre-productif, c'est pas intelligent. Pour toi, C'est pas pour moi, c'est objectif. ça crée des espaces de parole. C'est pas une Ça action, met en avant, si, ça crée des espaces de parole, ça permet de déposer son vécu. C'est Un tout. vécu qui n'est jamais mis en avant. Oui, mais si. Un vécu Alors- dans lequel on n'a pas de narration. Ça crée des espaces de Alors, parole. ce que tu es en train C'est-à-dire que tu crées t'as des violences et en vrai, tu peux les déposer nulle part. Tu peux le dire à personne. Ce que tu nous dis- Tu peux le mettre nulle part. Et où ça se fait? Souvent sur les réseaux sociaux. Un endroit très intéressant sur le plan politique. Sur le plan de qui peut parler et qui ne peut pas parler. Pour moi, c'est très important comme espace de parole. Et c'est aussi à cet endroit-là que se jouent des jeux de pouvoir. Moi, j'aime bien prendre l'exemple du mouvement MeToo. Ce mouvement s'est façonné sur le fait de créer des choses à travers la parole. C'est ça que je veux mettre en avant, la puissance de la parole. Qu'est-ce que ça peut générer? Et donc, bien évidemment, tout le monde est OK pour dire qu'on ne va pas cristalliser notre politique d'action à la parole, mais avoir assez confiance sur le fait que cette parole, elle peut générer quelque chose de beau. Elle peut créer des mouvements, elle peut créer des politiques d'action plus concrètes, Alors- institutionnelles. Le mouvement MeToo, ça a permis des lois, ça a permis plein d'éléments de discussion, Alors là où tu de consentement. Et Là où je te rejoins, c'est sur le pouvoir de la parole. Là, nous sommes tous d'accord. Ceci étant, rappelons quand même que si le mouvement MeToo a pu voir le jour et a pu avoir les conséquences positives pour l'évolution progressiste pour la justice, c'est parce que celles et ceux qui le portent sont socialement, économiquement, culturellement fortes. Ce sont les Judith Butler, ce sont des journalistes en tout genre, ce sont des thésards. C'est quand tu deviens fort socialement, politiquement, que ta parole compte et qu'ensuite tu peux rentrer sur le terrain économique. Quand Martin Luther King. Ça, c'est à moitié vrai. À moitié vrai. Parce que dans le sens inverse aussi, c'est-à-dire, quand tu entres dans la porte économique, tu casses toutes les portes.
justice que subissent les Afro-Américains? C'est d'abord parce qu'il est docteur. Si t'étais je vais dire crûment, un ouvrier ou un éboueur, écarte-toi de là, sale nègre. C'est Je suis pas brutal. sûre, parce que dans le mouvement MeToo, c'était un peu toutes les femmes, justement, qui allaient sur Twitter et qui dénonçaient Je justement parle, ce qui leur je parle des arrivait. personnes qui déclenchent le mouvement, celles qui le rendent légitime et qui permettent que ce mouvement atterrisse à la table des décideurs. C'est-à-dire l'entrisme, le fait de devoir d'abord devenir fort, on n'a pas annihilé ou réduit à néant l'intérêt de la morale, c'est parce que nous sommes en train de dire, nous sommes en train de dire qu'il faut prioriser. Le temps, comme il dit, n'est pas extensible à l'infini, et dans l'état actuel des choses, notre communauté a tendance, encouragée par SOS Racisme, à s'enfermer, à prioriser la morale, donc la faiblesse, plutôt que d'encourager la force. Est-ce que tu connais le taux d'échec scolaire de notre communauté en matière de réussite académique, ne serait-ce que pour ce qui est du baccalauréat général? Il est vertigineux. Il est vertigineux. Pas qu'en France, il est vertigineux. On va dire qu'il n'y a pas de statistiques techniques. Il suffit d'aller s'asseoir dans les salles d'examen, vous allez vous constater. Et quand on tend le micro à des jeunes, il suffit aussi d'écouter les paroles des rappeurs, ils vous diront: ah vas-y, c'est parce qu'il y a le racisme. Ah, il y a le racisme. Mais va à l'école, va étudier, je sais pas, renforce-toi. Non, mais t'as vu, il y a le racisme. Mais bon, je ferme la parenthèse, parce qu'on va faire d'autres émissions autour de cette notion de victimisation qui a trop d'emprise. Si vous devez... Et pour revenir même sur le baccalauréat, il faut savoir que par exemple dans un pays comme le Cameroun, les taux ont mais lamentablement chuté encore à un niveau, mais à un niveau monstrueux, quoi. C'est-à-dire, et c'est lié à une chose que je crois être vraie, c'est qu'on a aboli le fouet, même si je pense que c'est quelque chose qui est bien, mais vu que les jeunes africains se sentent beaucoup plus libres, en tout cas ceux qui sont beaucoup plus jeunes que moi, donc qui sont dans des classes beaucoup en tout cas inférieures, donc au collège, ne sont un peu dans la liberté, mais dans le libertinage. Et donc, ils s'en foutent maintenant totalement du système, complètement du système scolaire, parce qu'on ne peut plus avoir la même prise sur eux. Et je pense que ça va vraiment prendre du temps pour qu'ils reviennent, sortent de la sphère du libertinage et rentrent dans le carré de la liberté. Ils comprennent qu'en fait, bien sûr, voilà, il faut se prendre en main, etc. Et voilà, continuer à apprendre une certaine rigueur, discipline pour arriver à un certain niveau scolaire. Ce qui n'est bien évidemment pas facile dans un environnement turbulent, voilà, mais qui est possible si on s'en donne les moyens et si on s'arme pour, on a surtout l'entourage parce que l'entourage c'est beaucoup plus important que, ou en tout cas dans la réussite ou dans la tête de l'objectif, c'est beaucoup plus important que l'ambition qu'on a. L'entourage, c'est beaucoup plus important, je pense, que l'ambition qu'on a. Il ne s'agit pas de déifier ou de sacraliser Cheikh Anta Diop en dépit de tout le respect qu'on lui doit. Observer, compte tenu de notre époque actuelle, une critique constructive autour de son œuvre ou de sa vie personnelle. Quelle serait-elle? Pour commencer, je vais déjà dire ce que moi je loue chez le personnage. Donc son audace, son courage, on l'a dit, on l'a dit, mais je préfère le dire quand même parce que qui suis-je pour critiquer Cheikh Anta Diop encore une fois. En revanche, sur la critique que je peux me permettre de faire, c'est sur le fait qu'il présente, et là-dessus je pense que ça pourrait encourager certains, alors je suis le premier à parler de promotion des figures nous ressemblant, le fait de présenter un peuple qui a été par le passé fort, puissant, etc. absolument, j'ai du mal à me justifier, à m'expliquer comment on peut avoir été aussi fort dans le passé et être aussi faible dans le présent. Donc c'est une critique sous forme de questionnement finalement. C'est très simple. Il y a une citation l'émir de Dubaï, je me rappelle, je sais pas comment elle s'appelle, le tchèque ou l'émir, je sais pas, qui dit: les temps forts créent des hommes faibles, ou en tout cas, je crois que ça commence par: les temps faibles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps favorables, et des temps favorables créent des personnes faibles, donc créent des temps faibles. C'est tout simple. C'est vraiment, je pense, c'est vraiment une roue logique de la chose. C'est-à-dire, le confort crée une sorte de suffisance qui va créer une sorte de faiblesse qui aura des conséquences, tout simplement. Comment on peut avoir été aussi fort dans le passé et dans le présent? En gros, la critique, c'est ce manque de clarification autour des raisons d'une décadence actuelle et contemporaine. Très bien, je vous remercie. Par peur de m'attirer aussi les foudres de mes chers frères, ici, moi je questionnerais un peu peut-être ses relations amoureuses, à savoir qu'il était avec une femme blanche. Et je trouve que c'est même pas une critique, c'est juste une remarque par rapport à ça, par rapport à toutes ses contributions sur la civilisation noire. Encore une fois, et c'est pas que lui, c'est pour ça que je ne prends pas forcément de manière singulière. Il y a aussi d'autres intellectuels noirs qui sont inscrits dans les mêmes trajectoires. Tu penses que c'est contradictoire? Non, mais en fait... Pour l'affaire des Noirs, etc., le fait qu'il ait épousé une femme noire, si quelqu'un n'a été que dans un environnement avec des blanches,
Si dans son milieu de l'excellence, il y avait que les blanches, dans le milieu de la recherche, il y avait que les blanches, vous pouvez pas le reprocher de terminer avec une blanche. C'est... Voilà. La femme avec qui tu finis détermine l'environnement. Pour moi, et à beaucoup de pourcentage. La femme avec qui tu finis définit à peut-être plus de 50% dans l'environnement dans lequel tu te trouves. Donc, si dans le milieu où tu te trouves, il y a beaucoup plus de blanches, tu finiras avec une blanche. Parce qu'il y a beaucoup plus de chances que tu te retrouves avec une blanche. C'est aussi simple que ça. Bon, après, il y a d'autres paramètres. À quel point est-ce que vous... Voilà, bon, vraiment pas dans les détails, mais vous avez compris à peu près la logique mathématique. Dans les intellectuels noirs, il y a vraiment ce côté systématique de revendiquer des trucs par rapport à la communauté, de vouloir éveiller une conscience hautement politique, et puis lorsque l'on s'intéresse à leur vie personnelle, et ça c'est souvent chez les hommes, en tout cas que moi je l'ai remarqué, ben ça se matérialise pas forcément. C'est juste à cet endroit que je questionne, mais après de l'autre côté, je trouve que dans cette émission on n'a peut-être pas assez insisté sur sa contribution au niveau de la décolonisation des savoirs, une pensée qui a notamment été beaucoup mise en avant à travers le concept de la décolonialité dans toute la littérature latino-américaine, sur le fait justement de pouvoir mettre en évidence à quel point la communauté noire et la pensée noire en fait peut s'objectiver elle-même. Et surtout, elle a surtout mis en avant la notion d'objectivité, le fait que l'Occident est vraiment toujours cette espèce d'individu qui pense qu'il a toujours les cartes de l'objectivité entre les mains. Et pour moi, ça a été très important justement de pouvoir réinjecter l'idée que justement on a cette agencéité, c'est-à-dire cette capacité d'agir sur notre propre existence. Et je préfère clôturer sur ça lorsque je parle de chez Quentin. C'était pas la culture, c'était justement la dernière partie expéditive, parce que c'est important. Pourquoi parenthèse avant de céder la parole à Mbeko, pourquoi il nous semble important, quand on présente aux nôtres des œuvres issues de notre panthéon intellectuel, à un moment donné mettre le doigt sur un aspect, sur une critique objective et constructive. C'est pour forcer les nôtres à comprendre qu'on est des nains sur des épaules de géants. C'est-à-dire que, ok, on loue les anciens, mais qu'on peut se donner condition de dépasser, d'aller de l'avant, de continuer à poursuivre leur œuvre. Et ça ne peut s'opérer que si on a un regard, on arrive à les désacraliser et, compte tenu des éléments dont on dispose aujourd'hui, eh bien d'ajouter des éléments, c'est pas à leur retirer leur prestige. Mais il me semble que quand même, c'est nécessaire. Le progrès, c'est l'autocritique. L'autocritique passe par ce regard-là. Déjà, il faut préciser qu'il y aura d'autres émissions pour le Quentin Diop, avec des spécialistes, avec des femmes et des hommes qui ont eu l'occasion d'approfondir sa réflexion, des contemporains qui travaillent sur les ouvrages de ce monument. Donc ça, il faut le dire, que cette émission, c'est juste une mise en bouche, juste une mise en lumière de quelques-uns de ces ouvrages et une porte d'entrée. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que, comme tout à chacun, ce Quentin Diop, il avait ses limites, et qu'on peut critiquer son œuvre, et mettre en avant le fait qu'elle n'était pas accessible, parce qu'il n'y a pas de vulgarisation. Il n'a pas fait un travail de vulgarisation, d'accessibilité, et on peut très bien être accessible sans dénaturer sa pensée, sans dénaturer son propos. Et là, je pense que quand on a une mission d'éveiller les siens au sein de sa communauté, on doit faire un effort sur le terrain d'écriture, c'est pas toi que j'ai la première main en tant qu'écrivain, pour que les tiens que tu cherches à représenter puissent comprendre dans leur globalité. Et il a une écriture qui est ésotérique, qui est réservée à des initiés, qui demande beaucoup d'efforts. Ça c'est vraiment pour moi qui a essayé, je peux vous dire clairement que c'est vraiment pas accessible à n'importe qui. C'est vraiment, il faut être mais vraiment assis, littéralement parlant. Mais quand je parle vraiment, parce qu'en fait, vous allez finir un chapitre, vous allez rien comprendre. Deuxième chapitre, vous allez rien comprendre. Troisième chapitre, vous allez rien comprendre. Même les mots ne sont pas les mots communs. Donc, mais vraiment, il faut vraiment être assis et vraiment être résilient. Parce que vous allez vous dormir, vous allez vous réveiller, si vous estimez que c'est important, vous allez continuer. Peut-être que vous allez fermer le livre comme vous voulez. Mais moi je lis sur Kindle. Donc, c'est pas je conseille aux gens de lire sur papier. Alors, j'ai pas un livre ici, mais c'est toujours mieux sur papier parce que c'est important. Le papier, c'est du concret. Donc, voilà, vous pouvez toucher du doigt, etc. Souligner, etc. Mais vraiment, c'est pas vraiment. Mais je vous conseille quand même de tester surtout, parce qu'en fait, je parle de moi, de mon expérience personnelle, du fait que voilà, j'expose ma médiocrité en quelque sorte. Donc, vous pouvez essayer, et peut-être on n'a pas le même niveau, peut-être que vous me dépassez, et tant mieux pour vous, bien sûr. Et si vous comprenez, et que c'est accessible pour vous, tant mieux. Vous comprenez, vous accédez à une pensée qui n'est pas. Vous pouvez vous prévaloir de ça, hein, parce que c'est pas tout le monde qui peut comprendre tout ce qui est dit. Quand bien même tu comprends le français, parce que derrière, il faut comprendre, c'est écrit. Mais quel est le message derrière les écrits? C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus important que les écrits. Voire repousser le grand nombre qui a besoin au contraire d'être éveillé et conscientisé. Donc une des critiques qu'on peut lui adresser, c'est celle-ci.
Moi, je ne critiquerai pas sa vie privée sur le terrain du couple, parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain public, c'est le terrain du combat idéologique. Et là-dessus, il a été un combattant de haut vol, avec qui il dort. Pourquoi ça, c'est sa vie privée. Et j'aurais pas l'outrecuidance de m'y intéresser. Mais après, chacun en fonction de sa sensibilité, en fonction de sa manière d'être, s'y intéresse ou pas, parce que c'est la liberté de chacun. Moi, c'est la mienne de ne pas s'y intéresser. Et surtout, il faut garder en mémoire, je pense, que beaucoup d'individus l'ont idolâtré. Et ça, c'est un problème chez nous, c'est qu'on a tendance à vouloir avoir des idoles. Et j'en parlais un jour avec Ousmane Badara, qui disait que Cheikh Anta Diop, c'est un homme brillant, mais comme tout un chacun, il faut le critiquer, parce qu'il n'est pas parfait. Et d'ailleurs, je passe la dédicace, parce qu'il a souvent été pris à partie par des enfants qui se revendiquent de Cheikh Anta Diop, qui l'ont injurié et qui l'ont menacé parce qu'il tenait des propos critiques à l'endroit de Cheikh Anta Diop, et à l'endroit notamment des Kélites. Donc moi, je pense qu'il faut mettre de la sérénité. Tout le monde peut avoir un avis sur Cheikh Anta Diop. Tout le monde peut émettre des avis critiques. Tout le monde peut émettre un avis qui consiste à louer ses qualités. Et il faut le faire avec une volonté de tirer la communauté vers le haut, une volonté de produire de la réflexion collective. Pas dans des logiques d'invective, pas dans des logiques de tension. Et ça, c'est important de le garder en mémoire. Très bien. À titre- Non, comme il a dit, vous savez, la critique, c'est trouver une critique à quelqu'un, surtout si elle est construite, etc. C'est quelque chose de bien. Vous savez, beaucoup de personnes voient les critiques comme quelque chose de mauvais, non. Si vous êtes dans un environnement où les gens vous idolâtrent, c'est-à-dire les gens vous voient comme un dieu, en fait, vous allez sortir de cet endroit, vous n'aurez rien appris. Je suis sûr à 90% que vous n'aurez rien appris. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui déjà ne s'autorisent pas à vous dire, à penser mieux que vous. Et donc, déjà à ce moment-là, vous savez déjà que vous ne pouvez rien apprendre. Quoi. C'est-à-dire, c'est peut-être pas vrai ce que je dis, mais la critique, c'est que je le très bien. C'est-à-dire, quand on vous critique déjà, ça veut dire que vous avez posé un acte. Déjà. Et ça veut dire que vous n'avez pas atteint la perfection. Et quand vous n'avez pas encore atteint la perfection, ça veut dire que vous pouvez avancer, vous pouvez vous améliorer, vous pouvez grandir, vous pouvez jouir encore d'une certaine... Voilà, vous pouvez encore être fier de vous améliorer. Moi, je m'améliore sur plein d'axes. C'est-à-dire, ma façon d'apprendre, je peux l'optimiser encore. Et je suis content de savoir que je peux l'optimiser. Je peux, physiquement parlant, je peux améliorer quoi, la vidéo, le montage, tout. Les lumières, tout. Tout. La façon de présenter, mon art oratoire, le vestimentaire, parce que je veux l'améliorer, d'ailleurs. Donc, ouais. Oui. C'est-à-dire, pour revenir au fait qu'en fait, ce n'est pas parfait, et c'est bien que ce ne soit pas parfait, c'est bien qu'on trouve des critiques à quelqu'un, parce que s'il n'y a pas de critique à une certaine idéologie, ça veut dire que l'idéologie en question, elle va stagner, donc à ne pas avancer. Donc, les critiques envers Cheikh Anta Diop, c'est bien, c'est apprendre, c'est à recueillir. C'est bien qu'on le critique. Dans toutes les critiques, hein, qu'il ait épousé une blanche, même si, bon, bref, c'est une critique. En vrai, on s'en fout un peu qu'il ait épousé une blanche, une jaune, on s'en fout. Sa femme, tout le monde s'en fout de sa femme. C'est ses idées qui l'intéressent, qui nous intéressent, pas ses goûts en matière de femme. Individuel, la critique que je lui adresse et que j'adresse globalement à toute cette époque, c'est l'attachement autour de la notion d'aliénation, qui retire toute liberté à l'individu. Tu n'es pas comme tu devrais être selon moi, mon Christ, tu es aliéné. Et aujourd'hui, beaucoup des nôtres se réfugient, brandissent directement ce terme dès qu'il s'agit de vouloir débattre, et ce qui annihile tout débat. Donc vraiment, c'est l'utilisation, même si c'est plus Fanon qui l'a développé que lui, néanmoins, il a quand même usé et abusé. Aujourd'hui, le concept d'aliénation qui renvoie à une forme de vision essentialisante de l'individu, racialiste de l'individu, pour moi, du temps de Cheikh Anta Diop, la démonstration de la non-existence des races n'avait pas été prouvée scientifiquement, aujourd'hui on le sait. Aujourd'hui, cette notion doit être au moins discutée. Je ne vais pas dire enterrée, mais au moins discutée. Voilà. Alors, c'est la fin, on a tiré un peu sur la corde. Si vous aviez un dernier message à adresser à la jeunesse qui découvrirait à travers cette émission l'œuvre de Cheikh Anta Diop, de façon assez rapide, quel serait ce message? Assez rapide, pour clore, je ne saurais faire mieux que Cheikh Anta Diop qui parle de s'armer de connaissances. Je parlerai des compétences. Il a fait autorité, lui, dans son domaine parce qu'il a été compétent. Et la compétence, c'est l'un des éléments qui peut s'acquérir à travers la lecture, à travers de la curiosité tout simplement. Donc nourrissons notre curiosité de lecture, de vidéos, mais surtout de beaucoup de connaissances pour être équipé et compétent dans le domaine. Très bien, je te remercie. Moi, je dirais que l'aventure vers la découverte de Cheikh Anta Diop peut être difficile, mais elle est prometteuse. Elle permet surtout de comprendre que l'Afrique, c'est véritablement un continent qui rayonne et qui a rayonné par l'économie, mais aussi par un rayonnement intellectuel. Et Cheikh Anta Diop a vraiment contribué à cela. Très bien, je te remercie. Moi, ce que je dirais, c'est toujours pareil. Pour le paraphraser, armez-vous de sang jusqu'aux dents. Ne soyez pas timorés, investissez-vous pleinement, soyez proactifs, soyez créatifs, créez des espaces de valeur, des espaces de réflexion, remettez en question tout ce qu'on vous dit, gardez un esprit critique en toutes circonstances.
n'ayez pas d'idole, n'ayez pas de personnes qui vous mettent sur un pédestal, critiquez tout le monde. Remettez-vous en question vous, et remettez en question les gens autour de vous, les paradigmes, et cette curiosité, cette soif insatiable d'avoir toujours envie de comprendre le monde et sa complexité, et après procurez-vous les ouvrages, mais Herman va vous expliquer comment. Très bien, merci. À titre individuel, je rajouterai un petit élément. Il n'existe pas de bouclier plus efficace contre les attaques à caractère raciste, contre les insultes, que l'œuvre de Cheikh Anta Diop. À l'idée selon laquelle le noir serait maudit, qu'on serait des calouches, que l'on serait bon uniquement à être esclave, que notre vocation est de servir les autres, Cheikh Anta Diop, son œuvre, à elle seule, ce n'est pas la seule, mais à elle seule, te permet, quand tu le découvres, quand tu prends le temps de t'y plonger, de t'armer des ressources psychologiques et mentales de manière à ne plus réagir émotionnellement face à ce type d'attaque, mais au contraire à prendre de la hauteur. L'aigle ne se préoccupe pas des fourmis. Et cette œuvre-là te permet de te greffer des ailes d'aigle. Voilà ce que j'avais à dire sur la nécessité de lire Cheikh Anta Diop. Et plus largement, la librairie africaine. Comme vous le constatez, c'est une vocation d'inciter les nôtres à débattre de façon constructive, contradictoire, de la discussion jaillit la lumière, et non pas à échanger des opinions. Débattre, c'est se référer à des idées, à des réflexions. On a un vivier d'intellectuels à travers les œuvres non négligeables. On a la chance d'avoir pour partenaire Présence africaine qui nous offre même un code promo. Avec le code promo librairie africaine, que ce soit sur internet ou en physique, vous pouvez récupérer auprès d'eux des ouvrages et Dieu sait qu'ils en ont. C'est aussi ça la librairie africaine, c'est tout un écosystème pour permettre aux nôtres, quelle que soit leur activité, nous ne sommes pas là en tant qu'universitaires enfermés dans notre Côte d'Ivoire, quelles que soient les activités, restaurateurs, chauffeurs Uber, footballeurs, intellectuels, médecins, avocats, que sais-je, et bien de s'armer de connaissances, de fonder une fierté, mais également pour répondre au quotidien aux enjeux, aux micro-attaques, et épouser une ambition très loin de la médiocrité et de la victimisation, en ne jurant que par l'excellence. La librairie africaine, c'est votre moment, c'est notre moment. Lisons ou mourons. À très bientôt.